le culturisme, le bodybuilding, c'est quand même un sport extrême. Et je voulais vraiment ressembler à ce qu'on voit sur Instagram typiquement. Finalement, je me suis acharnée sur mon corps. T'as essayé de chercher de la confiance en toi là-dedans, t'as essayé de t'aimer aussi au travers de ce sport. Et en fait, au final, tu t'es un peu détruit. Je me suis regardée et je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment ça la vie que tu veux? Et tu commences à te dire, en fait, il faudrait peut-être que j'ose être moi-même. Pourquoi je pourrais pas être cette meuf aussi un petit peu qui se lance un challenge? Et vraiment, d'enlever tout ce cadre-là, en fait, j'ai fait péter mes barrières. On est responsable, tôt ou tard, de qui on est et de ce qu'on est. Hein, je suis un boulot de merde, mon mec il me fait chier, et puis je gagne pas bien ma vie, et puis en plus je suis gros, et puis en plus... Tu vas pas attirer beaucoup de... Pauliane, bienvenue sur le podcast. Ça me fait très plaisir de continuer cette discussion avec toi parce que ça fait un petit moment qu'on discute et que je me dis tiens, il faut qu'on partage ça parce que c'est très inspirant, passionnant, intéressant. Tu as un parcours, pour ceux qui ne te connaissent pas, on va évidemment te présenter, je vais te laisser raconter qui tu es avec grand plaisir, mais pour résumer rapidement, tu as un parcours de vie assez atypique. Ouais, on peut se le dire, ça. Tu as eu beaucoup d'expériences sportives, tu as eu des expériences sur les réseaux sociaux, dedans, dehors, tu as fait de la moto, du bodybuilding, maintenant tu fais du trail, tu es coach sportive, oui. Tu as ton entreprise, plein de choses, et il y a eu tout un chemin physique et mental qui t'a amené à tout ça, et je me réjouis de pouvoir parler de ça avec toi aujourd'hui, si tu l'acceptes, bien sûr. Je l'accepte, bien sûr. Le consentement, c'est merveilleux. Absolument. N'importe quoi. Est-ce que tu peux te présenter? Comment est-ce que tu te présenterais rapidement pour les personnes qui ne te connaîtraient peut-être pas encore? Alors, je m'appelle Pauliane, j'ai 26 ans, je suis coach sportive, j'ai ma salle de coaching privée au Bouvray, s'il y a des Suisses. En Suisse, donc, bien sûr. Suisse qui représente. suivent le podcast, exactement. Donc, c'est marrant parce qu'en fait, on n'est pas si loin. Ça m'a pris 45 minutes de venir. Voilà, on n'est pas si loin l'un de l'autre que ça. Donc, ça fait plaisir aussi de rencontrer des personnes qui sont locales, hein, si on peut dire ça comme ça. De même. Des bons Suisses. Des bons Suisses. On est entre Suisses, là. Exactement. Mais on n'a pas trop l'accent. Un petit peu, peut-être, mais... Ouais, je sais pas. Non, pas plus que ça. Ça va, pas on est proche de la frontière. Mais on va se comprendre, c'est déjà l'essentiel. Oui. Et du coup, j'ai ma salle de coaching privée depuis un peu plus d'une année. Donc, je l'ai ouverte juste après le Covid, hein, bien entendu. Ouais. J'ai fait pendant plus de, on va dire quoi, 5-6 ans de la musculation. Donc, j'ai fait des compétitions. De bodybuilding, exactement. Et j'ai eu à cœur, en fait, de changer de discipline récemment. Donc, le trail, on en a discuté. Il y a pas mal de raisons qui ont fait que j'ai décidé de changer de sport. On en discutera aussi. Et du coup, j'ai aussi eu envie de me développer dans le coaching sportif. C'est aussi tout ce qui est développement personnel, lifestyle. Et c'est mon quotidien aujourd'hui. Donc, je vis du coaching et de mon sport, clairement. Ok. Mais là où ça a un petit peu commencé pour toi, on dira, c'est parce que tu as une chaîne YouTube sur laquelle tu partageais ta première passion publique, on dira. Exactement. Qui a été la moto. Donc, quand j'avais 19 ans. 19 ans. ça remonte à il y a quand même quelques années en arrière. Un petit peu. 7 ans, la première vidéo sur YouTube. Comment est-ce que tu en es venu là? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours avant, académique, etc., professionnel? Et puis, à quel moment est-ce que les premières passions, peut-être la moto, est venue? Et à quel moment tu t'es dit, tiens, je vais faire une vidéo là-dessus? Alors, je suis une personne qui, toute sa vie, s'est cherchée sur qu'est-ce qu'elle avait envie de faire. C'est vrai que j'ai toujours été quelqu'un de très artistique, hein, que ce soit dans le piano, le dessin. J'ai toujours aimé vraiment créer, mais on m'a toujours dit que ça pouvait pas être un métier. Donc, c'est vrai que j'avais cette croyance que c'était pas forcément facile de faire quelque chose que t'aimais, et surtout dans le milieu artistique. Donc, j'ai fait énormément de stages, hein. Passant de mécanicienne moto à esthéticienne, coiffeuse, carreleuse. Vraiment, j'ai vraiment été très open. Ouais. Oui, voilà. J'ai été très open à tester toutes sortes de choses parce que je me disais, je vais peut-être trouver ma vocation. Et en fait, à 17 ans, j'avais toujours pas d'apprentissage. Donc, c'était très compliqué. J'avais fini au cycle de orientation, je crois que c'est, orientation professionnelle, où justement, t'étais là-bas pour faire des stages. Et en fait, je m'étais retrouvée aussi avec beaucoup de personnes qui n'avaient pas forcément d'ambition professionnelle et qui s'en foutaient, mais moi, je m'en foutais pas. Donc, je me sentais encore moins à ma place à cet endroit-là parce que je me disais, mais moi, j'aimerais vraiment travailler, j'aimerais faire quelque chose qui me plaît, mais je ne sais pas quoi. Donc, j'ai commencé par faire un apprentissage de géomètre. Okay. Donc, ceux qui font les mensurations pour les implantations des bâtiments.
Et comble pour un géomètre, je suis extrêmement nulle en maths, entre guillemets. Du coup, j'ai fait 2 ans ça et je me disais que c'était pas ma place, de nouveau. Je me suis ensuite retrouvée peintre en bâtiment. Là, je suis allée au bout de ma formation, qui a été un petit peu compliquée, hein, une femme dans un milieu d'hommes. Peintre en bâtiment, donc tu es sur les chantiers? Les chantiers, exactement. Ah oui, tu es sur les chantiers, ah oui. Et c'est quand même un milieu assez masculin dans l'idée. Hein. C'est ça, et comme pour une peintre en bâtiment, j'ai le vertige. Okay. Du coup, quand on est sur des échafaudages à plus de 10 mètres de haut, c'était un peu terrible pour moi. Ok, et tu as quand même été jusqu'au bout? Et j'ai quand même été jusqu'au bout parce que je me disais, en fait, il faut bien que je fasse quelque chose. Ouais. Et c'était très délicat parce que je savais au fond de moi que c'était pas forcément ma vocation, mais qu'il fallait avoir un papier pour réussir. Il faut bien manger, s'occuper, avoir un métier, quoi. Exactement. Et en parallèle de ça, justement, il y avait YouTube. Okay. Donc, j'ai commencé les vidéos avec la moto. J'avais d'abord, j'ai eu une 50 cm3 quand j'avais 16 ans. Ouais, voilà. Moi aussi, j'en ai eu 2. Exact. Et après, quand j'ai eu 18 ans, j'ai eu une grosse KTM. Je sais pas si tu visualises un super motard. Oui, j'ai vu tes vidéos aussi. Voilà, j'ai commencé à faire à la pimper un peu en rose. Voilà, j'avais toujours envie de montrer que la femme était un peu capable aussi d'être dans des milieux masculins. Hein. Je pense que c'est pas pour rien aussi que j'ai fait des métiers masculins. J'ai besoin de prouver un petit peu ma valeur, je pense. Et ça s'est retrouvé énormément dans le milieu de la moto où j'ai commencé à faire des roues arrière avec ma moto en vidéo sur YouTube. Donc voilà. Et je pense que comme au tout début, il y avait vraiment personne qui faisait ça, en fait, ça a pris une ampleur phénoménale très rapidement. Donc, parce que tu faisais des vidéos, en fait, tu parlais, c'était quoi comme type de vidéo? Au tout début, c'était des vidéos GoPro où je roulais simplement. Oui, c'est d'accord. Donc voilà, c'était très sauvage, il y avait rien de spécialement intéressant, mais pourtant, je voyais que je touchais un public. Et après, on est vite pris par cet engouement de ça plaît aux gens. Du coup, on a envie de partager, on a envie de créer parce qu'on se dit waouh, les gens aiment bien ce que je fais, donc c'est cool. J'ai aussi commencé à faire mes premières vidéos où après, du coup, je parlais. D'ailleurs, je ne vais pas les revoir parce que je trouve ça extrêmement gênant. Il faudrait peut-être qu'un jour je m'y penche, mais je pense que tous les youtubeurs, on n'aime pas retourner... personne ne naît particulièrement à l'aise devant une caméra. Hein, oui, et personne n'aime forcément voir comment il s'exprimait aussi au tout début. Parce que c'est sûr. Mais c'est marrant de pouvoir constater l'évolution. Et comme c'était au début, ça a pris une ampleur assez phénoménale. Et comme on se l'est dit en discussion tout à l'heure, quand tu avais 100 000 abonnés sur YouTube en 2015, 2016. Voilà, du coup, 2016, c'est pas la même notoriété, la même popularité qu'actuellement quand tu as 100 000 abonnés. Ouais, c'était plus intense à cette époque-là. Oui, et on se rend pas compte, mais on est reconnu dans la rue, les gens te demandent des photos, et en fait, il y a une sorte de starification aussi qui se fait, que moi, j'ai personnellement pas très bien vécu. Ce qui m'a aussi après poussé par la suite aussi à changer un peu. T'es détaché de certaines choses. À me détacher de certaines choses. Et il y a justement, dès que j'ai eu terminé mon apprentissage de peintre en bâtiment, j'ai dû faire des choix en fait. Et comme je savais que je voulais pas faire ça, je me suis dit je vais pas y retourner. Donc j'ai commencé à essayer de vivre de ce que je faisais sur les réseaux, mais comme à la base je m'étais jamais dit je vais en faire un business, je vais en faire quelque chose de viable. C'est vrai que je savais pas trop quoi en faire et je me disais en plus je fais de la moto mais je suis championne de rien du tout. Donc je partage, les gens ils kiffent, mais moi est-ce que réellement en fait aujourd'hui ça me fait kiffer, est-ce que ça m'apporte réellement quelque chose? Et c'est vrai que j'ai commencé à me sentir plus légitime de faire ce que je faisais. Plus, c'est d'ailleurs pas plus du tout, genre pas, okay. Voilà, pas pardon. Et j'ai commencé à me dire, mais en fait, j'ai pas envie en fait de partager, de continuer à partager quelque chose qui en fait au final ne m'anime plus parce que je me mens à moi-même et je mens aux gens simplement. Et en fait, je me suis prise de passion pour la musculation. Ça a duré combien de temps cette période de moto et vidéo dessus? Je dirais à peu près 5 ans. Ah oui, 5 ans quand même. Ouais, donc ça, c'était de quel âge à quel âge? En fait, si tu veux, de 19 ans à 21 ans, j'avais vraiment la moto à 100%. Puis après, il y a eu cette transition, justement. D'accord. Ah oui, tu faisais les deux je faisais les deux en parallèle, mais c'est vrai que petit à petit, comme je sentais que la moto, c'était plus forcément ma vocation, petit à petit, je me détachais et il y avait presque plus que du contenu musculation, fitness. D'accord, ouais. Et très vite, en fait, quand j'ai commencé le
le bodybuilding, hein, on va appeler ça comme ça l'est. Est-ce que tu as commencé le bodybuilding ou est-ce que tu as commencé la musculation, le sport, la remise en forme? Parce que c'est quand même pas la même chose. Tu vois, tu as ceux qui vont faire du fitness ou de la muscu. Le bodybuilding, c'est un sport avec des compétitions, avec des règles, Exactement. etc. C'est pas pareil. C'est pas pareil, non. C'est quoi qui t'a attiré dans... Pourquoi est-ce que t'es allé dans une salle de sport la première fois? Alors, pourquoi est-ce que je suis allée dans une salle de sport la première fois? Je sortais d'une relation, voilà. Du coup, j'avais envie En mode rupture, ça veut dire? En mode rupture, voilà. Très bien. C'est très cliché, mais il y a beaucoup de gens qui commencent le fit justement après une rupture parce qu'ils ont envie de se plaire de nouveau. Et moi, j'avais pas confiance en moi. Et c'est ça qui est fou, c'est que t'es suivi par des centaines de milliers de personnes, mais t'as pas confiance en toi quand même. Ça t'est arrivé très jeune quand même. Ça m'est arrivé très jeune et j'étais pas vraiment construite aussi. Ouais. Je savais même pas ce que je voulais faire professionnellement. Ouais. Et surtout, au tout début, on n'avait pas justement le même business autour des réseaux où les marques ne rémunéraient pas forcément et te demandaient de faire plein de choses. Et puis en fait, au final, c'était plus un cercle négatif où tu as ton travail à côté, tu t'investis à fond pour des marques et tu n'es même pas payé pour ce que tu fais. Donc au bout d'un moment, ça devient un gouffre et ça devient anxiogène. Et comme on en a discuté aussi à côté, moi j'avais vraiment ce fait, j'ai eu une rupture déjà pas facile, j'ai commencé à faire autre chose et j'avais énormément de personnes qui me reprochaient de changer mon contenu. Oui, parce que je faisais des vidéos de moto. Et toi, tu as évolué peut-être en tant que personne et du coup, tu as voulu faire évoluer ton contenu, mais ça n'a pas plu. Et ça n'a pas forcément plu. Ouais. Donc, je devais me battre aussi avec mes envies et celles des autres. Donc, voilà, c'était pas forcément facile. C'est pour ça qu'on dit que c'est toujours important de faire les choses pour soi. Hein. Je pense qu'on n'a pas besoin de le rappeler. Si, je pense que ça vaut la peine de le rappeler. Ça vaut la peine de le rappeler parce que, oui, moi aussi, j'ai été prise dans ce jeu-là. Et en fait, du coup, je pense que j'ai eu aussi indirectement besoin de prouver aux gens que j'étais légitime d'être dans ce sport. Donc, je me suis dit, vas-y, je vais faire de la compétition. Comme ça, au moins, j'aurai un vrai physique d'athlète et je vais être légitime de partager ce que je veux partager aujourd'hui. J'avais en fait aussi envie qu'on me prenne en sérieux et qu'on me dise, ah ouais, elle, quand elle va dans un truc, elle y va à fond. J'avais ce besoin de prouver que j'étais capable. Tu penses qu'il vient d'où ce besoin de prouver, justement, comme tu l'as mentionné plusieurs fois déjà? J'ai une personne dans mon adolescence qui m'a énormément méprisée, que je voyais très souvent. Et je pense que je me suis longtemps construit justement là-dessus aussi. Et c'est pas forcément la chose à faire, mais j'avais ce besoin de prouver que j'étais pas nulle. Donc tu avais l'impression que dans ton entourage, tu as eu des personnes qui ont voulu te faire croire, comprendre, accepter que tu étais nulle. Exactement. Mais c'était une personne qui... je veux pas dire qui c'est. Non, tu dis ce que tu veux. Hein. C'était quand même relativement proche. C'était pas familial, mais c'était proche. Okay. Et quand on est jeune, et ça a commencé très tôt, hein, j'avais 14 ans. Ah ouais. Donc de mes 14 à mes 21 ans, j'ai été vraiment méprisée par cette personne. Et en fait, ça a impacté toute ma confiance en moi. Tu m'étonnes. Et indirectement, ma construction. Et j'avais toujours ce besoin de prouver parce que déjà, comme professionnellement, je me trouvais pas, cette personne-là, justement... faisait que de me le faire remarquer, de me trouver mille et un défauts pour me prouver justement que j'étais nulle. Faut clairement dire les mots. Et je crois que quand je suis sortie de cette relation et de tout ce milieu-là qui était malsain, privé, là, en fait, j'ai vraiment eu besoin de montrer que j'étais légitime, que j'étais capable et que j'arrivais simplement à quelque chose, en fait. Et je suis vite basculée dans cet extrême, justement, de la compétition. Et il faut savoir que le culturisme, le bodybuilding, c'est quand même un sport extrême. Et je pense que beaucoup de gens s'en rendent compte, c'est assez visible, justement. Bien sûr, on atteint des niveaux de sèche, des niveaux physiques qui sont difficiles à atteindre, surtout quand on est naturel. Donc, on va aussi, fortement impacter son métabolisme, son corps. Et ça peut faire des dégâts qui sont après relativement irréversibles. Suivant pour qui. Et moi, justement, en plus de commencer dans le bodybuilding, la compétition, j'avais des troubles du comportement alimentaire que j'espérais justement canaliser avec du bodybuilding. Donc, t'avais ces troubles avant de commencer la muscu? J'avais déjà ces troubles avant. J'ai toujours eu un peu une relation conflictuelle avec la nourriture avant. Ouais. J'avais toujours eu peur un peu de grossir. Je voulais toujours être bien. Ça venait d'où? C'était à nouveau des influences extérieures? C'était à nouveau des influences extérieures. Ça peut être... aujourd'hui, on en entend pas mal parler aussi de la pression sur le corps, peut-être encore plus chez les femmes. Oui. Ça peut être les médias, ça peut être l'entourage, ça peut être... Alors, il y a déjà... auto-induit, je sais pas. Il y a déjà, je pense justement, tout ce qui est blessure transgénérationnelle,
que nos parents nous transmettent. Et moi, il y avait aussi, justement, toujours en parallèle, cette exposition sur les réseaux où tu as des centaines de milliers de personnes qui te suivent, qui te voient physiquement comment t'es. Te jugent parfois. Voilà. Donc, ça t'impacte pas. Moi, ça m'impactait à l'époque. Ouais, ça impacte tout le monde. Au début, au début, quand tu n'as pas confiance en toi, que justement, tu commences jeune, tu as 150 commentaires qui vont te dire ton nez est tordu, je sais pas, ton ventre, ça dépasse là, ou j'en sais rien. Puis en fait, il y a aussi cette exigence que je m'imposais de par justement l'exposition que j'avais aussi sur les réseaux. Et du coup, cette envie de faire du sport de haut niveau, elle était aussi pour prouver que j'étais capable, que justement, j'allais aller au bout des choses. Quand tu l'as fait, est-ce que tu te disais plutôt je veux le prouver à moi ou je veux le prouver aux autres? Aux autres, clairement. Aux autres, d'accord. Clairement, okay. Il faut être honnête. C'était pas pour moi au début. Et puis, et vraiment, je pense que quand on fait pas les choses pour les bonnes raisons, tôt ou tard, on paye l'addition, comme on dit. Et ça, tu as commencé tout de suite, le body? T'as commencé, t'es entré en salle de muscu, tu t'es dit je veux faire bodybuilding? Non, j'ai commencé, puis en fait, je me suis dit, moi, je suis quelqu'un, quand je commence quelque chose, je me passionne. Et je deviens assez obsédée. Ouais, alors on va bien s'entendre. On va bien s'entendre, ouais. Je deviens assez obsédée et c'est vrai que je me mets vraiment à 200%. Je vois pas l'intérêt de faire quelque chose si c'est pour le faire à moitié ou un petit peu. En fait, j'ai envie vraiment de tirer de chaque expérience quelque chose de fort, que ça me fasse grandir et je veux l'explorer. Tu veux creuser le truc, quoi. Comme il faut, quoi. Exactement. Okay. Et la chronologie du passage, entre guillemets, de... j'ai rompu, je veux prendre confiance en moi, donc la muscu, ça semble fonctionner à tiens, en fait, la muscu, c'est aussi un sport avec des compétitions que je peux peut-être gagner pour me pousser à bout. Oui. À quel moment est-ce que tu t'es dit je commence le bodybuilding, je m'entraîne pour... j'imagine que quand tu dis que tu fais du bodybuilding, c'est parce que tu as quand même en tête de faire des compétitions, ou alors c'est juste peut-être pas, en fait, ça peut être un hobby, évidemment. Oui. Mais dans quelle... chronologie et proportion, ça s'est produit? Alors, déjà, je voyais juste en faisant du fitness, entre guillemets, j'avais pas les résultats que je voulais. Moi, j'avais vraiment envie d'avoir les muscles apparents. C'est quoi la différence pour toi entre le fitness, du coup, et le body Le fitness, ça serait plus de la remise en forme, je dirais. Et le bodybuilding, il y a plus justement cette rigueur de haut niveau, entre guillemets, où tous les jours, tout est calculé, en fait. D'accord, donc c'est vraiment le cadre aussi de les exos, tu sais pourquoi tu les fais, tu sais exactement, dans quel but tu le fais. J'avais envie que chaque chose ait son utilité, en fait. Okay. Et puis que ça serve à quelque chose surtout. Et puis le physique auquel j'aspirais, alors on est d'accord qu'on en allait discuter, c'était pas un physique hypertrophié que je voulais, mais je voulais vraiment ressembler à ce qu'on voit sur Instagram, typiquement la fille avec les tablettes, fit. Et je savais très bien que juste en faisant un peu de fitness comme ça, j'aurais pas... Ah non, t'aurais pas un physique de bodybuildeuse. Mais j'aurais pas ce résultat-là. Voilà, c'est ça. Après, bodybuilder, je trouve un petit peu le terme fort parce que c'est vrai qu'on imagine justement cette femme vraiment... J'imagine qu'il y a différentes catégories, justement. Oui, exactement. J'ai été en bikini, donc c'était vraiment... Ça veut dire quoi, bikini? C'est, en fait, t'es fine. Alors, t'es en bikini, j'imagine. Enfin, j'ai vu tes vidéos, donc je sais. Tu es fine et dessinée, en fait. Fine et dessinée. Après, tu as la catégorie wellness, où là, on va être sur des femmes déjà un peu plus vasculaires, donc on verra plus leurs veines, elles vont avoir des plus grosses cuisses. Ça va être quand même déjà plus important. Puis après, il y aura la catégorie figure et woman's body, ou je sais plus. Physique ou quelque et chose. là, par contre, on est vraiment dans un physique qui est très... très développé musculairement. Très développé musculairement, voilà, exactement, à tous les niveaux. Okay. Mais alors moi, je m'y connais pas très bien en bodybuilding, et encore moins en bodybuilding féminin, j'aurais envie de dire. Et c'est toi qui décides dans quelle catégorie tu t'inscris, etc. Et puis derrière, tu es jugé... j'imagine qu'il y a différentes catégories. Tu es quand même jugé sur différents critères. Tu me parles de la deuxième catégorie où il y a plus de vascularisation et tout. Oui. Est-ce que c'est pas en quelque sorte juste je me suis entraîné encore plus longtemps pour avoir plus de masse? Ou alors après évidemment, il y a le dopage et tout ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est encore un autre sujet, oui. Mais à quel moment est-ce que tu sais dans quelle catégorie tu t'inscris? Et les critères sont quand même définis, j'imagine. Bien sûr, après, c'est une histoire de ligne aussi. Pas n'importe qui pourra percer dans ce milieu-là, dans le sens où on est jugé sur des critères physiques, des insertions musculaires, génétique aussi. Un ensemble homogène en fait. D'accord. Et donc tu as des catégories où c'est plus tu as de masse, plus tu peux gagner. Voilà, et on exactement. a des autres, c'est plus des proportions et de l'esthétisme. Mais moi, je cherchais pas justement l'hypertrophie musculaire, je cherchais juste à être fit, quoi. Genre, j'avais vraiment envie
de dégager l'apparence d'une femme qui avait confiance en elle, qui se sentait bien. Mais justement, c'était aussi beaucoup animé par ce que je voyais sur les réseaux sociaux. Et t'as mentionné que tu voulais ressembler à une fille que tu vois sur Instagram, quoi. C'est ça. Puis je voyais ces filles-là, je me disais, mais waouh, elles ont tellement l'air d'avoir confiance en elles. Et puis au final, moi, j'ai été cette fille-là physiquement, mais comme j'avais pas fait le chemin dans ma tête, j'avais pas confiance en moi. Donc au final, t'as beau réussir à atteindre ce physique, si toi, dans ta tête, t'es pas construit, que t'es pas posé, que t'es pas bien, le physique, ça n'importe rien. Parce que tu as accompli, entre guillemets, ton objectif. Exactement. Tu t'es donné à fond, tu t'es donné les moyens. Tu t'es fait coacher, notamment, j'ai vu, jusqu'à des compétitions. Et d'ailleurs, sur ta chaîne YouTube, on peut encore trouver les vidéos, bien sûr. Au moins 2 vidéos sur le bodybuilding, Exactement. dont celle qui parle de ton triple titre de championne suisse que tu as eu dans 3 catégories différentes. Où là, évidemment, alors si quelqu'un veut se demander à quoi ça ressemble quand Pauliane elle dit qu'elle voulait être fit, eh bien, on peut voir avec quel physique elle a gagné. C'est pas forcément l'image auquel on s'attend quand on parle de bodybuildeuse. Tu penses qu'on s'attendrait à quoi? On peut très caricaturiser le truc. Tu penses qu'on s'attendrait à me voir ultra musclé alors que c'est pas forcément le cas. Et c'est ça qui est très marrant parce que moi, quand je vois... Après, tout dépend d'où tu viens. C'est là que le point de référence est très important parce que tu dis, oh, les gens, ils s'attendent sûrement à ce que je sois énorme. Ouais, alors que pas du tout. Pas du tout, mais c'est ton point de vue parce que de mon point de vue, t'es bien musclé, tu vois. Oui, alors je fais du sport. Et c'est là que tu as tout le point de référence, tu vois. Parce que du point de vue de n'importe qui que tu croises dans la rue, t'es incroyablement musclé. Ouais. Dans cette vidéo, t'es d'accord? Oui, bien sûr. Évidemment, quand tu regardes celles qui font la catégorie où elles ont des épaules plus larges que moi, là, tu te dis, ah bah oui, je suis une gringalette à côté. Oui, c'est là que tu vois que notre point de référence est tellement lié à... Bah oui, si mon point de référence, c'est toutes les bodybuildeuses sur Instagram, forcément qu'à côté, je me trouve toujours maigre ou je me trouve toujours fine. Ça. Moi, c'est pareil, si je regarde tous les énormes bodybuilders et les machins, je suis un lambda, je suis un random. C'est ça, exactement. Je suis un gros random. Mais de nouveau, ça dépend de la vision que tu as d'un physique random ou pas et ce à quoi tu veux aspirer et être. Mais je pense que de nouveau, moi, j'avais trop besoin de prouver aux gens que j'étais légitime et capable de faire ce que j'aimais. Et ça Est-ce que tu l'as trouvé là-dedans? Non, absolument pas. Et puis d'ailleurs, ce qui était terrible, c'est que justement, j'ai gagné ces titres et ça m'a encore plus... C'était terrible, ça. Non, mais en fait, le problème, c'est que c'est super pour l'ego sur l'instant, mais en fait, j'étais tellement cachée derrière mon avatar Polianef sur les réseaux que je me les attribuais même pas, ces victoires. C'était comme si c'était pas moi qui avais gagné, en fait, au final, parce que je croyais tellement pas en moi et tellement pas à ce que je faisais que je pense que j'aurais pu faire tout ce que je voulais, accomplir tout ce que je voulais. Je m'en attribuais pas les mérites. Pourquoi? Parce que j'avais tellement été méprisée dans le passé et j'étais tellement accrochée à ça encore. J'ai dû faire un énorme travail là-dessus, justement pour me détacher de ça et puis vraiment commencer à croire en moi et à faire les choses pour moi, pas pour les autres, et puis à m'attribuer aussi les mérites de ce que je faisais. Ouais. Donc c'est là aussi où j'ai compris... Personne d'autre que toi ne les a gagnés, ces trophées. Exactement. Mine de rien. Mais c'est là où j'ai vu que j'avais quand même été pas mal abîmée par des événements qui se sont passés dans mon passé. Ouais. Et qu'en fait, malheureusement, le fait d'avoir gagné ces titres-là, ça m'a encore plus poussé dans le délire. Du coup, comme j'avais gagné, je voulais aller encore plus loin, je voulais encore réussir plus. Et en fait, finalement, je me suis acharnée sur mon corps. Et ce qui est un bien truc qu'il faut comprendre dans le bodybuilding, que moi, j'avais peut-être pas forcément compris quand j'ai commencé, parce que justement, tu te fies à ce que tu vois aussi sur les réseaux, les gens ne sont pas forcément écorchés et secs toute l'année. Le physique que tu vois sur scène, le physique que tu vois en shooting photo sur Instagram, c'est pas le physique que tu as forcément tous les jours. Et c'est tout à fait normal et évident de reprendre du poids après une compétition. Mais moi, ça, je l'entendais pas. Pour moi, j'allais enfin être toute ma vie comme ça. Mais en fait, non. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Et quand tu es tout le temps dans cette résistance, avec l'alimentation, justement, à tout vouloir compter, à te priver, enfin, voilà. Tu sais ce que c'est une diète restrictive. Je ne sais pas autant que toi, probablement. Je n'ai pas fait de compétition, mais les régimes je comptais mes calories voilà. pendant 2 ans à vouloir me faire vomir parfois même. C'est ça. Par culpabilité et tout. J'appellerais pas ça des TCA, mais c'est vrai que j'ai eu une relation particulière avec la nourriture pendant 2 ans au moins. Ouais. Mais tenu sur du long terme, au bout d'un moment, ça t'abîme physiquement et mentalement. Je me doute bien. Et j'ai vraiment continué mon délire encore longtemps. Combien de temps tu avais cette mentalité de je veux performer dans le bodybuilding et donc je fais ce qu'il faut pour? Je dirais à peu près du moment où j'ai fini les championnats suisses, à peu près 1 année et demie, 2 ans. À partir de là?
Ouais, à partir de là, c'est là vraiment où Mais j'ai... Pour arriver au championnat suisse, t'étais déjà dedans. Ouais, ça faisait presque 2 ans. Ok, donc 3-4 ans en tout. Ouais, même, oui. Ouais, 2021 à mai, du coup, 24 ans, dernière 21, compétition. 24. Ok. Ah ouais, voilà. D'accord. Et je venais d'avoir 22 ans quand je suis montée sur scène. D'accord. Ouais, donc vraiment, en même temps, j'ai l'impression que c'était super long cette période parce que quand tu es en préparation physique, le temps est long. Ça passe lentement, je pense. Hein. Voilà, exactement. Quand tu manges pas et que tu bois plus à la fin. Et ce qui est marrant, c'est que justement, quand j'ai terminé ces compétitions-là, c'était aussi quand j'avais terminé mon apprentissage. Et je me suis de nouveau retrouvée avec cette question existentielle, qu'est-ce que je vais faire en fait de ma vie. Donc oui, alors j'ai de l'audience, c'est bien, mais en Suisse, le coût de la vie est un peu plus élevé qu'ailleurs. Quand même. Donc c'est vrai que je me rendais compte que financièrement, moi qui monétisais pas forcément ce que je faisais, c'était très limite. Et parce qu'au bout d'un moment, tu peux avoir X milliers de likes ou d'abonnés, ça veut pas dire que... Ah oui, si tu ne les exploites pas, ça ne te rapporte tu, rien. Entre guillemets, gagnes bien ta vie nécessairement. C'est ça, c'est comme être riche au Monopoly. Oui, si t'es riche au Monopoly, tu peux aller voir ton boulanger, il va pas vouloir prendre tes abonnés comme paiement derrière. aucune valeur. Et comme j'avais pas vraiment appris à me vendre et à monétiser ça, c'est vrai que comment tu débarques après plusieurs années d'influence? Oui, alors je vais commencer à essayer de vendre un truc et que tu sais pas forcément le faire. C'est vrai que ça a été compliqué et je me suis de nouveau retrouvée au point de départ. Qu'est-ce que je fais? Et j'avais commencé à coacher dans une salle de sport et il y a le Covid qui est arrivé. Donc, du coup, j'étais « Oh, mais merde, en fait, je trouve ma vocation. » C'était vraiment quelque chose qui me plaisait et tout est fermé. Donc, du coup, je me suis de nouveau retrouvée à me dire « Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ?» Certains indépendants en Suisse n'ont pas forcément reçu d'aide de l'État et j'en fais partie. Donc, du coup, ça m'a mis encore un stress supplémentaire où je me suis vraiment dit, mais en fait, il faut que tu bouges, quoi, là. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Donc, j'ai commencé, dès que c'était possible et que la situation sanitaire s'améliorait un petit peu, à faire du coaching à domicile. Je coachais aussi chez moi, je coachais dehors. Et j'ai commencé à reprendre confiance en moi en fait à ce moment-là et à voir que je pouvais aussi justement aider les gens à se sentir bien dans leur corps. Un compte pour moi qui avait un peu de peine à arriver à faire la même chose. Et pendant cette période-là, j'étais encore justement dans le bodybuilding et je me préparais justement pour les championnats d'Europe en Espagne. Ok. C'était quand ça C'était il y a 2 ans là gentiment, ouais, 2021. Ok. Championnat d'Europe, ah oui, donc le cran au-dessus, j'imagine. Exactement. Par rapport aux compétitions nationales. Quoi. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais tellement tiré sur mon corps, si on peut dire ça comme ça, à continuer de compter, à pas assez manger. Et bien sûr, je pense que tu t'en doutes, pendant le Covid, il y a plusieurs échéances qui sont tombées à l'eau. Oui, bien sûr. Donc, du coup, tu te prépares et en fait non, et en fait oui, et en fait non. Et tu es tout le temps, en fait, dans cette latence de je suis en préparation, mais il n'y a pas de concours. Ouais. Donc, je pense que là, ça m'a déjà bien abîmé mentalement, notamment avec mes troubles du comportement alimentaire, qui étaient toujours présents à ce moment-là. Et je me suis perdue. Tu me parlais de l'avancée jusqu'aux compétitions européennes. Oui, c'est ça, voilà. Et en fait, j'avais quand même toujours ça en parallèle, mais je commençais à me dire, en fait, c'est dommage que je fasse ce sport-là, parce que ça va quand même aux antipodes de ce que j'ai envie d'enseigner à mes clients, le fait de bien s'alimenter, le fait de faire du sport pour le plaisir, de faire les choses pour le plaisir. Toi, c'est pas ce que tu voyais là-dedans ou c'est non, pas c'est plus ce que je voyais là-dedans en fait. Mais c'est compatible, tu penses, de faire du bodybuilding comme tu le voulais, tout en gardant le plaisir dans l'entraînement, l'alimentation. Si tu n'as pas de trouble du comportement alimentaire et que tu le fais pour les bonnes raisons et que ça t'apporte à toi personnellement quelque chose, je pense qu'il n'y a pas forcément de mauvaise décision. Dans le sens où on fait tous des choses pour une certaine raison et peut-être ça nous apporte à un certain moment et plus à d'autres. Et moi, clairement, ça m'a clairement desservi au bout d'un moment et j'ai quand même fait ces championnats d'Europe et franchement, j'aurais pas dû parce que j'étais tellement fatiguée et mon corps en a pris un coup. Et après, j'ai quand même repris du poids suite à ça, un poids auquel je n'étais jamais montée. Toute ma vie, j'ai fait à peu près 51 kilos. Mon poids de forme. Et tu mesures combien? 1m56. Ouais, c'est pour le point de référence. Ouais, voilà. Donc, du coup, c'était mon poids de forme. Et là, j'étais quand même montée à 65 kilos. Ce qui était quand même un poids que j'avais jamais eu. Donc, déjà, quand on a de la peine à s'accepter physiquement comme on est, c'est vrai que quand on passe d'un poids de scène à 44 kilos,
à 65, il y a quand même 20 kilos de différence. Ouais, il y a quand même plus 50% de ton poids, c'est pas rien. Tu vois ce que je veux dire? Mais j'ai jamais été ce qu'on peut catégoriser en surpoids. Et quoi qu'encore peut-être dans mon IMC, j'étais un peu lourde. Mais visuellement, ça se voyait pas. Hein, tu étais très musclé. Après, l'IMC prend pas en compte la masse musculaire, donc c'est très vite limité. Ouais, c'est ça. Non, mais visuellement, on m'aurait jamais dit que j'étais en surpoids. Mais c'est vrai que quand tu as une variation de 20 kilos, tu as quand même de la peine à te trouver bien. Oui, je me doute, d'autant plus avec tout ce que tu as raconté sur ta relation avec ton corps et l'alimentation. Oui, c'est ça. Parce que là, tu parles de bodybuilding. Le bodybuilding, moi je connais pas très bien, mais je vois un peu à quoi ça ressemble. C'est donc un sport qui est basé exclusivement, tu es jugé exclusivement sur ton apparence. C'est même pas comment tu l'as eu, etc. ou quoi. Enfin, peut-être en fonction des catégories, d'accord. Oui. C'est purement sur l'apparence, et en plus, ça reste quelque chose où, ok, il y a une compétition, et le jour de la compétition, tu viens, tu dois apprendre à poser, etc. Tout ça. Mais tu fais ta pause, je sais pas, quelques minutes. Oui, 2 minutes, genre, et puis donc c'est vraiment tout ce travail, tout pour certaines personnes, entre guillemets, ces sacrifices. Exactement. Pour ces 2 minutes sur scène. Oui. Et est-ce que, toi qui l'as déjà fait, parce que là, d'après ce que tu décris, j'ai quand même l'impression que le cheminement, c'est quand même quelque chose, beaucoup de sacrifices, c'est difficile, il faut pas manger, tu as des relations, des troubles peut-être négatifs exacerbés en plus. Oui. Mais du coup, quand tu montes sur scène ou juste avant, à quel moment, c'est quand la récompense? À quel moment est-ce que tu es très fier du coup quand tu montes sur scène? C'est une excellente question que tu me poses là. Et en fait, jamais. Concrètement, jamais. En ce qui te concerne toi? En ce qui me concerne moi personnellement. Hein. Après, je pense que certaines personnes... Non, mais moi je te demande pour toi justement. Oui, voilà, parce que... pour moi, jamais. Parce que justement, quand tu fais pas les choses pour les bonnes raisons et par amour pour toi et pour ton bien, le résultat peut pas être positif, je pense. Parce qu'il n'y a pas de positivité déjà dès le départ. Et je me suis dit, mais Pauliane, est-ce que tu as réellement envie d'être cet exemple-là pour les personnes que tu coaches? Parce que oui, c'est bien, tu es athlète, c'est bien, tu as une rigueur sportive, tu as une discipline alimentaire. On ne peut pas te l'enlever, ça. Hein, mais est-ce que tu es heureuse, en fait, comme ça? Et c'est clairement ce que je me suis dit. Je me suis dit, mais en fait, je ne suis pas heureuse comme ça. Et je pense qu'on n'est pas né avec une calculatrice dans la main et qu'on devrait pas tout calculer en permanence, même si des fois, je le fais encore pour certains... ça reste un outil très efficace. C'est un outil très efficace, bien sûr, justement. Quand on prépare une compétition, on en discutera tout à l'heure. Mais de nouveau, je me suis dit, mais c'est fou parce que... ce sport-là m'amène une rigidité et pourtant je suis pas quelqu'un qui juge le physique, mais je fais un sport où on me juge physiquement. Enfin, j'ai vraiment commencé à me dire, mais ouais, je pense que si tu es rentré dans ce sport-là, c'est aussi parce que tu n'étais pas bien à cette époque-là, que tu avais justement peut-être quelque chose à aller chercher, quelque chose à régler. Tu as essayé de chercher de la confiance en toi là-dedans, tu as essayé de t'aimer aussi au travers de ce sport et en fait, au final, tu t'es un peu détruit. Mais au final, je pense que chaque expérience, même si elle est négative, elle est là pour t'apporter quelque chose. Et je peux pas cracher sur ce sport, peu importe ce qu'on en pense, même s'il y a énormément d'avis négatifs quand même sur ce sport, parce que c'est vrai que c'est quand même un sport d'image, de restriction. Comme tu l'as dit, après, il y a encore pour certaines personnes le dopage qui rentre en considération. Donc c'est vrai que c'est pas forcément des choses qui sont bien vues. Je pense que chaque expérience mérite d'être vécue, puis si elle est là, c'est forcément pour te faire grandir ou t'apporter quelque chose. Et quand manifestement, t'en as appris des choses, parce que tout ce discours-là de recul que tu as peut-être là-dessus, je suis pas sûr que pendant tes préparations, tu le voyais de la même façon. Non, c'est ça, et je pense que les personnes qui me connaissent pas, qui écouteront ce podcast, peut-être au début, quand ils vont l'écouter, ils vont se dire « Ouais, non, mais dérangé, genre, il y a vraiment quelque chose qui va pas. » Donc je pense pas. Je sais pas. Mais effectivement, il y avait des choses qui allaient pas, et j'ai essayé de les régler comme j'ai pu, avec les moyens que j'avais. Et malheureusement, on n'utilise pas forcément des fois toujours les bons moyens. C'est pour ça que c'est aussi important de bien s'entourer, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Donc voilà, les expériences font aussi le tri. Et je pense que on attire ce qu'on est, et tôt ou tard, quand on fait l'effort en fait d'essayer de devenir meilleur et de changer, on attire aussi après à soi, je pense, des meilleures personnes. Et ça se fait petit à petit, le tri se fait avec le temps. Et plus t'es toi-même, plus t'essayes de faire des choses que t'aimes, et ça va déranger certaines personnes qui vont partir, et c'est tant mieux. Mais par contre, ça va aussi attirer des personnes qui vont être motivées parce que tu fais et être inspirées. Et c'est aussi notre métier, je pense. Oui, là, pour le coup, c'est une couche en plus, on dira, au-delà de l'individu et de ta relation avec toi-même. C'est ça, et c'est ce que j'ai eu envie de faire. Et puis,
quand on parle d'Instagram, des réseaux sociaux, c'est vrai que j'ai eu cette notoriété grandissante où j'ai 200 000 abonnés sur YouTube, 450 000 sur Instagram à l'époque. En fait, j'ai eu envie de me détacher de cette image-là et de repartir à zéro. Donc, j'ai créé un autre compte. J'ai arrêté de faire des vidéos sur YouTube. J'ai arrêté d'alimenter ce gros compte connu, entre guillemets, Polyannef, durant quelques temps. Et je me suis réellement concentrée sur ce que je voulais, en fait. Donc, je suis repartie de zéro. Au début, j'en faisais même pas forcément la promotion avec mon gros compte, de mon petit compte Instagram, parce que je voulais vraiment partir sur une base neutre. J'avais vraiment envie de réécrire une histoire à zéro et puis de me mettre à fond dans le coaching et justement d'arrêter le bodybuilding. Donc pendant quelques temps, ça m'a manqué de ne pas avoir d'objectif sportif parce que c'est vrai que c'est ce qui m'anime aussi. Le bodybuilding, ce qui m'a vraiment apporté, c'est une discipline. Et cette discipline-là, je l'applique dans mon travail. Et c'est quelque chose qui m'aide énormément. Donc ça n'a pas que des désavantages. Je pense que... doute. C'est quoi les autres les points positifs? On a beaucoup parlé du négatif. Du négatif, mais voilà. Qu'est-ce que tu retires de plus positif de ces 4 ans d'investissement personnel? Le dépassement de soi, clairement, et la discipline. C'est vraiment... Après, c'est 2 aspects assez, je ne vais pas dire rigides, mais c'est quand même dur comme trait. Mais ça m'a quand même apporté ça et ça m'a permis aussi après de pouvoir développer mon activité aujourd'hui. Justement, qui est du coaching privé. Donc, j'ai ouvert ma salle de coaching sportif. Et je pense que le bodybuilding, justement, m'a aidé à me mettre je ne vais pas dire des règles, mais des guidelines un peu. Ouais, voilà. Enfin, ça m'a permis de me mettre des piliers fondamentaux à respecter, justement. Typiquement, même si je fais plus de bodybuilding, la nutrition fait partie d'un de mes piliers fondamentaux. Évidemment. La récupération fait partie aussi... mon travail, je pense qu'on a plein de piliers dans la vie et que c'est important d'avoir ces piliers qui sont fixes et après de jongler un petit peu autour avec ce qu'on aime bien faire. Et là, tu l'as mentionné avant, ce déclic, c'était pas un déclic du jour au lendemain, mais c'est vrai que là, on te voit, moi je te vois là aujourd'hui aussi, tu as l'air beaucoup plus justement confiante, beaucoup plus... Oui. En phase avec toi, ton corps, ton image de toi, etc. Au contraire peut-être de ce que tu as l'impression que tu étais quand tu faisais le bodybuilding, quand tu étais à fond dans le body. Oui. Tu as mentionné que c'était un peu ton coaching et tes coachés qui t'avaient renvoyé un peu cette image de en fait, j'ai pas envie de leur apprendre entre guillemets ce que moi j'ai fait ou ce que moi j'ai fait. Et c'est là que tu as peut-être vu une espèce de déconnexion entre les deux. C'est quoi qui t'a fait en fait réaliser en fait toutes ces choses? Comment est-ce que cette espèce de spirale peut-être un petit peu dans laquelle tu étais vis-à-vis de ton image de toi, de ton rapport avec ton corps, avec lequel et de ton alimentation, comment est-ce que tu t'en es sortie, t'as l'impression? En apportant du positif aux gens, en me rendant compte que j'étais capable, au-delà d'une séance de sport avec quelqu'un, de lui redonner de l'énergie, de lui donner le sourire et puis de lui faire prendre confiance en elle. En fait, ça m'a renourri en énergie. Parce que je pense que l'énergie, on la met aussi là où on a envie de la mettre. Et clairement, quand j'étais dans le sport du bodybuilding, je ne mettais pas forcément mon énergie au bon endroit. Et j'alimentais pas, en fait, forcément les bonnes choses et ce qui me faisait aussi évoluer. Et je pense, des fois, quand on a fait le tour d'un sujet ou de quelque chose, des fois, c'est bien de changer aussi. Comme avec la moto, par exemple. J'avais fait le tour de ce que j'avais envie de montrer. J'ai fait le tour de ce que j'avais envie de montrer en bodybuilding. Et là, maintenant, du coup, je m'ouvre aussi à un autre univers, qui est l'univers du trail. J'ai vu que tu en avais fait un récemment. J'en ai fait un petit peu, j'ai une toute petite expérience de trail. Bon, moi, j'en ai pas encore énormément, mais c'est en cours. Du moins, j'ai tout un programme bien chargé. Et c'est vrai que j'aime montrer justement aux gens que pour avoir un résultat différent, tu dois faire des choses différentes. Et je me suis dit, en fait, si je continue d'entretenir ce schéma-là et de rester dans cette page bodybuilding fitness, en fait, je vais jamais avancer et je vais continuer d'entretenir ce qui potentiellement me fait du mal et m'empêche de grandir. Donc, tu as eu cette réalisation de « je me sens pas très bien dans ce que je fais, il faut peut-être que je change ce que je fais pour changer comment je me sens ». C'est ça, exactement. Comment je me vois. Et je me rendais compte aussi que les conseils que je donnais à mes clients, c'était pas forcément ce que j'appliquais sur moi au niveau du bodybuilding, parce que j'ai jamais vraiment demandé à un client de tout calculer, de faire ce que moi je faisais. Puis au final, je me rendais bien compte que moi, ça n'avait pas été bénéfique pour moi. Donc, pourquoi ça le serait pour quelqu'un d'autre?
Surtout que là, on est quand même dans de l'extrême puisqu'on est dans la compétition. Oui, c'est Mais et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut vraiment avoir conscience, c'est que les personnes qui sont sur les réseaux, et je pense que c'est aussi peut-être ta communauté qui suit assez du sport. Tu m'as dit qu'il y a peut-être des femmes aussi qui écoutaient un peu ce podcast. Des femmes qui écoutent le podcast aussi, bien sûr. Ce qu'on voit sur les réseaux sociaux n'est pas forcément la réalité. Pas forcément, effectivement. C'est pas toujours. Une prise de vue sur une photo. Maintenant, on a des logiciels incroyables pour modifier même le plus besoin corps. De faire quoi que ce soit. Et moi, en fait, j'ai vraiment dû faire aussi un tri sur Instagram et j'ai arrêté de suivre plein de comptes parce que ça me mettait dans une réalité, en fait, qui me disait, mais en fait, t'es un gros ton. Tu vois, alors que j'étais pas grosse, mais je voyais que des femmes sèches, que des femmes athlétiques et je me disais, mais je suis nulle. Je suis pas comme ces filles-là. Du coup, ça entretenait aussi cette réalité en moi que c'était ça la réalité. D'être ultra maigre, d'être ultra sèche. Que tout le monde est comme ça, sauf moi. Que tout le monde est comme ça, sauf moi. Tout le monde réussit mieux. C'est pas le cas. Et ça, je m'en suis aussi rendu compte dans le coaching. C'est que les centaines de femmes que j'ai coachées, j'en ai pas vu une comme ça. Bah non. Donc c'est là aussi ça te rassure et tu te Même dis... dans la rue. Enfin, ça te rassure. C'est pas forcément le bon mot, mais tu te dis, bah en fait, elles sont où les filles d'Instagram? Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et je me suis rendu compte que je poursuivais une espèce de perfection qui n'existait pas et que je perdais mon temps là-dedans en fait. Et après je me suis dit mais en fait ça te nourrit pas. Et je me suis rendu compte que ça me nourrissait pas quand j'ai commencé à lire des livres, quand j'ai commencé à me promener. Je me suis toujours un peu promenée, mais à faire des choses en fait seule avec moi-même, sans mon téléphone portable, et à me nourrir en fait d'autres choses que de ce contenu que je voyais sur les réseaux. Mais de nouveau c'est pas facile parce que quand t'es influenceur, youtubeur, ce que tu veux, enfin, on appelle ça comme on a envie. Bah, tu trempes dans ce milieu-là toute la journée. Oui, ça, évidemment, ouais. T'es dedans, tu baignes là-dedans, tu vois que ça, et t'as l'impression que du coup, YouTube, Instagram, c'est la réalité. Mais même quand t'es pas actif en créateur dessus, en tant que consommateur, enfin, c'est bien connu, le nombre d'heures moyen que certaines personnes passent sur leur téléphone, moi y compris, comme n'importe qui, à consommer notamment du contenu des réseaux sociaux, bah, ça devient ton monde, ta réalité, que tu publies toi-même ou pas. Oui. Enfin, c'est un énorme truc. Encore plus à on dirait notre génération en quelque sorte. Oui, c'est ça. On baigne là-dedans. Encore plus les plus jeunes maintenant. T'as pas besoin de publier des trucs sur Instagram pour avoir l'impression que c'est la vraie vie, je pense. Hein. Bah moi justement, j'ai été un peu victime de ma communauté dans le sens où à chaque fois que j'essayais de changer ce que je faisais, on me le reprochait. Donc c'est pas facile quand t'es jeune. De nouveau, t'es en train d'essayer de te former en plus, t'es en train de savoir qui t'es un petit peu. T'es méga influençable et puis t'en as un qui va te dire oui mais tu fais ça pour ces raisons-là ou c'est nul ce que tu fais, c'était mieux avant, je te reconnais plus. Oui mais en fait t'es qui? Je te connais pas, genre on s'est jamais vu, je vois même pas qui c'est, enfin t'as même pas de photo de profil des fois suivant comment. Très souvent, voilà. Et en fait au final quand tu te rends compte que t'es impacté par ce genre de personnes-là, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut consolider et puis renforcer dans ta vie parce qu'on ne devrait pas être impacté par un inconnu qui vient nous faire une petite réflexion sur les réseaux, et ça demande énormément de travail et puis de prendre confiance en soi aussi pour justement arriver à ne plus accepter ce genre de choses. Ce qui fait que justement j'ai ouvert mon second compte qui s'appelle Coaching by Poliane F et c'est là-dessus maintenant que je suis vraiment très active. Et là, je me sens vraiment libre de partager qui je suis aujourd'hui, dans ce que je fais aussi dans mon métier que j'adore. Hein. Le coaching, c'est clairement... j'ai trouvé ma vocation, quand même, de par les expériences négatives que j'ai vécues. Mais je pense que chaque expérience, justement, arrive pour une raison. Et là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai ouvert ma salle de coaching privée il y a environ 1 an et demi, bientôt. Et en fait, j'avais plus d'objectifs sportifs. Je m'étais vraiment concentrée sur cet objectif de je me crée une base de travail pour stable au niveau de mon travail, de ce que j'aime, ce qui me permet de vivre. Et ensuite, je verrai. Donc, je me suis vraiment concentrée là-dessus. Je me suis dévouée à 200%. Quand j'ai ouvert ma salle, j'ai monté toutes les machines moi-même. Limite, je dormais presque dedans parce que j'étais là, oui, je prends un risque, mais ça va marcher, ça va marcher, ça va marcher. Et juste par rapport au fait que j'ai ouvert mon business et que les gens ont vu que ça fonctionnait, alors certes, j'ai été exposée, donc c'est vrai que tu as une communauté, mais par contre, j'ai réouvert un compte Instagram
qui est complètement différent de mon ancien compte. Ça veut dire que j'ai pas du tout la même communauté. Bah non. Sur mon gros compte Instagram, j'avais essentiellement 80% de communauté masculine qui aimait la moto. Donc c'est vrai que va te faire une clientèle là-dedans dans le coaching, il n'y a pas extrêmement de femmes et c'est beaucoup de Français puisque on parle le français, voilà. Ouais, bien sûr, ouais. Logique. Mais en Suisse, on parle pas partout français. Donc on va attirer une clientèle francophone, mais pas forcément de notre pays. Donc oui, ouvrir une salle de coaching privée en Suisse, dans un petit bled. Oui, dès que c'est local, de toute façon. Dès que c'est local, c'est compliqué de te différent. dire que tu vas prendre ces clients-là et les mettre dans ta salle. Ça s'est pas passé du tout comme ça. Donc je suis pas partie forcément avec une facilité, d'autant plus que ma clientèle potentielle n'était pas celle que je visais. Là, je visais clairement des femmes d'une certaine tranche d'âge, hein, entre 20 et jusqu'à l'âge qu'elles ont envie. Hein. Donc, du coup, il a vraiment fallu repartir à zéro. Donc, c'est vrai que je prenais un risque. J'avais peur parce que, justement, il y avait eu le Covid. J'avais presque tout perdu. Donc, financièrement, il a fallu se refaire. Il a fallu travailler, mettre de côté, ouvrir cette salle. Et il fallait vraiment que ça marche. Donc, je me suis vraiment donné les moyens et j'ai consacré mon énergie à ça. Et j'ai vraiment fait abstraction pour une fois dans ma vie de mon corps physique. En fait, je me suis vraiment concentrée sur purement ce qui me faisait du bien intérieurement et puis sur ma construction personnelle puis au niveau du travail. Et quand tout ça a eu une stabilité, là, j'ai le truc de la compétition qui est revenu dans ma tête. J'aimerais bien me challenger un petit peu parce que c'est vrai que oui, je m'entraîne toujours en salle de sport, mais il me manque ce truc qui me fait vibrer. Ce moteur qui me dit vas-y, lève-toi, va courir, fais ci, fais ça. Va courir. On va courir, voilà, on va y revenir à ça aussi. Donc ce questionnement-là, il a vraiment commencé à se poser au mois de novembre 2022. Novembre 2022, ok, ouais. Donc il y a quelques mois en arrière, et là, c'est vrai que je me suis dit, il me manque quelque chose. Et j'ai commencé par modifier tous mes entraînements. Donc je faisais un peu tout ce qui était muscu au poids de corps, à un rythme assez soutenu parce que j'avais besoin de me défouler à ce moment-là. Et j'allais toujours en salle de sport à ce moment-là et je me disais, mais je crois que le problème de cette salle de sport-là, c'est le miroir en fait. Parce que quand on fait de la muscu, il y a des miroirs dans la salle. Et quand tu fais de la muscu, tu te regardes. C'est un peu le principe. Apparemment, ça a été associé, pourtant, on n'a pas besoin d'un miroir pour s'entraîner, mais ça a été très associé. Et même si j'avais quand même déjà pas mal évolué par rapport à ce que je voulais sportivement et physiquement, t'as toujours quand même ces arrière-pensées de « Ah, il y a ça qui dépasse » ou « C'est pas assez sec » ou « Ça va pas comme ça ». Enfin, y a tout ce que tu as fait dans le passé où tu faisais attention à ça qui fait partie de toi et qui est aussi lié à certains endroits, habitudes, comportements, entourage. Je pense qu'on est attaché émotionnellement à certains endroits et que ce soit positif ou négatif. Ah bah oui. Et en fait, je me suis dit, mais il faut que tu coupes. Il faut que tu coupes avec ça. Et on en a parlé tout à l'heure. J'ai écouté un podcast de David Goggins qui disait qu'il avait couru 169 km sans s'être préparé. Ce qui n'est pas forcément recommandable, mais ça m'a interpellée et je me suis dit, mais ce mec est fou. Oui, et il parlait dans le passé qu'il avait été justement exterminateur de cafards. Ouais. Et en fait, c'est marrant parce que j'ai pas été exterminatrice de cafards, mais ça m'a ramené à cette époque-là où je savais pas ce que je voulais faire et où je me trouvais pas professionnellement. Et je me disais, mais en fait, pourquoi je pourrais pas être cette meuf aussi un petit peu qui se lance un challenge et puis qui simplement, j'y vais quoi. Et au mois d'avril, j'ai pris pour la première fois ma paire de running. Je suis allée courir 6 km. C'était les 6 km les pires de toute ma vie. Ouais. J'ai remis en question tout mon parcours sportif pendant cette course. C'est pas exactement la même chose. Hein. Oui. Et surtout que j'étais pas forcément... je faisais toujours à peu près plus de 60 kilos à ce moment-là. Donc j'étais quand même, entre guillemets, lourde pour mon gabarit, ce que j'avais l'habitude. Donc... Enfin, après, qu'est-ce que lourd hein. Enfin, voilà. Ça, c'était moi, mon rapport à moi. Voilà, tout est relatif, comme tu dis. Et vraiment, je me suis dit, franchement, t'es nul, tu vas jamais rien faire, en fait, en vrai. Puis je pensais à David Goggins et je me disais, putain, 169 km. Et j'étais là, vraiment, comme ça, avec mes 6 petits kilomètres. Et je me suis dit, mais tu sais quoi, si c'est désagréable, c'est forcément que ça va changer. Parce que ton cerveau, il est programmé pour répéter tout le temps les mêmes choses. Et du moment où tu vas aller dans ce qu'il connaît pas, et qui n'est pas sa zone de confort, ça va forcément être désagréable et il va forcément y avoir une petite friction, en fait, au bout d'un moment. Et simplement, en fait, je me suis accrochée à ça et j'ai continué d'aller courir un peu ponctuellement.
pas régulièrement, mais ponctuellement, 1 fois par semaine, je dirais. Et du coup, 2-3 semaines après ma première course, je suis montée à notre beau Grammont, hein, le sommet qui est pas loin d'ici. Ouais. Et j'ai eu une espèce d'illumination, si on peut dire ça comme ça. En fait, je me suis rendu compte que j'avais de la facilité à grimper, parce que j'avais quand même des muscles dans les jambes. Ah oui. Donc je me suis dit, ah ouais, c'est fou en fait, c'est agréable quoi. Genre, j'arrive à monter en haut de ce sommet-là et c'est beau, enfin, je suis à l'aise. Il y a la nature, Et je suis capable. Et je suis capable aussi, surtout comme tu le dis. Il y avait tout ça autour de moi et je trouvais ça magnifique et je me disais, mais pourquoi je m'enferme dans une salle de sport en fait? Genre vraiment, c'est incroyable, c'est à côté de chez moi, c'est magnifique. Et le bien psychologique que ça m'a fait en fait, de pas être face à ce miroir, tu vois, d'enlever ce cadre que j'avais tout le temps de je dois correspondre à tel ou tel critère, je dois être comme ci, comme ça, je dois peser tel ou tel poids. Et vraiment, d'enlever tout ce cadre-là, en fait, j'ai fait péter mes barrières. Et c'est là, en fait, où il y a vraiment eu un très joli déclic qui s'est fait dans ma tête. Et je me suis dit, mais en fait, tu vois, tu peux faire autre chose, tu le fais très bien. Et en plus, ça te fait du bien. Et c'est vraiment aux antipodes du bodybuilding. Hein. Du coup, là, je veux dire, c'est la première fois que vraiment mon apparence physique ne venait pas intervenir dans l'équation. Ouais, et ça m'a l'air d'être un sacré changement par rapport à ton parcours précédent, du coup. Bien sûr, oui. Et ta relation avec toi-même, ton image, ton corps. Mmh. Et c'est impressionnant, cette relation conflictuelle que j'ai eue avec mon corps depuis très jeune. Hein. Ça m'a poursuivi très longtemps. Et ben, justement, je pense qu'il y a aussi le modèle éducatif qui rentre en compte, où quand on a des parents, des fois, qui sont victimes de certains troubles du comportement alimentaire ou de l'image, indirectement, on s'en rend pas compte, mais on se construit aussi là-dessus. Et on finit par créer des peurs, des schémas et des croyances autour de ça, alors que, en fait, ça ne nous appartient pas. Et vaut mieux s'en rendre compte un jour que jamais, hein, comme on dit. Ouais, mais c'est pas évident de t'en rendre compte parce que ton environnement, tes parents, pour tous ceux qui ont la chance, j'imagine, d'avoir été éduqués par leurs parents, Oui. Ils ont une influence énorme sur qui tu deviens ou surtout sur qui tu es au moment où éventuellement tu voles de tes propres ailes. Oui. Donc, comment est-ce que tu fais pour réaliser que peut-être certaines choses qu'on m'a dit ou sur certains critères sur lesquels on m'a défini n'ont pas lieu d'être. Pour revenir au schéma, j'ai remarqué qu'on reproduisait énormément de choses, en fait. Et moi, j'avais beaucoup de situations qui revenaient très fréquemment dans plusieurs domaines, hein, que ce soit au niveau sentimental, professionnel, personnel. Ouais. Et en fait, je me suis fait une fois cette déduction, justement en allant marcher, parce que j'aime bien aller marcher. Je trouve que j'ai beaucoup de réflexions qui se font quand je suis toute seule dans ma tête. Aller marcher, c'est vraiment... ça marche. Littéralement. Ouais, du coup, c'est le cas de le dire. Et en fait, je me suis rendu compte que rien que le fait de parler, c'était imiter. Et que depuis qu'on est petit, en fait, ce qu'on fait, c'est rien de plus que l'imitation de nos parents. Hein. Le fait de marcher, le fait de parler, le fait de manger. Comment est-ce qu'on se comporte? Tous les gestes qu'on fait. Et je pense qu'on fait aussi de l'imitation avec le discours des personnes qu'on fréquente. C'est clair. Ça veut dire qu'il y a une phrase très connue qui dit qu'on est la somme des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Et c'est quelque chose qui est totalement vrai. Quand tu grandis dans un noyau familial, tu grandis avec certaines réalités, certaines croyances, tu te construis là-dessus. Et du coup, tu penses que c'est la réalité. Alors que c'est pas forcément... Ça devrait être la tienne, en tout cas. Ta réalité, voilà, exactement. Et je me suis rendu compte qu'il y avait certaines peurs, justement, et certains troubles qui n'étaient pas les miens, mais que simplement j'avais reproduits. Et quand tu comprends qu'en fait, c'est la simple reproduction de ce que tu as vu, en fait, ça te définit pas. Et quand tu comprends que ça te définit pas, là, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ta tête. Et tu commences à te dire, en fait, il faudrait peut-être que j'ose être moi-même. Et ça passe par faire des choses que j'aime, par le dépassement de soi aussi. Je reviens au bodybuilding, c'est une chose que ça m'a appris, c'est le dépassement de soi. Et c'est en sortant de ce qu'on connaît, justement, qu'il se passe des choses différentes. Évidemment, ouais. 99% du temps, on fait la même chose. Hein. Ouais. On se brosse les dents, on va aux toilettes, on mange. C'est routinier en plus, voilà, on ne pense même pas. On fréquente les mêmes personnes, on parle des mêmes sujets, on va sur Instagram le soir avant d'aller au lit. C'est des choses qu'on reproduit tout le temps. Et en fait, il faut des fois réussir à se dire, c'est quoi, vas-y, je prends mes chaussures et je vais marcher. C'est quelque chose que je fais jamais, mais c'est déjà quelque chose de différent. Et pendant que tu vas marcher, tu vas penser à des choses que peut-être tu n'avais jamais pris la peine ou le temps de penser. Et puis c'est là où viennent les idées.
Moi, c'est pendant que je fais du sport, que je marche et que je cours, que naissent mes idées, mes créations, ce que je vais partager aussi à ma communauté aujourd'hui. Mais parce que là, il y a plein de personnes qui nous écoutent, à mon avis, qui sont plus ou moins affectées par ça, parce que c'est très courant. Enfin, c'est très courant. On est tous formés par notre environnement quand on était encore inconscient, quand on était un enfant. On garde tous des choses, consciemment ou pas, là-dedans. Certaines personnes sont peut-être en train de nous écouter maintenant, sont dans le même cas de figure que toi, tu étais avant éventuellement d'avoir réalisé « Tiens, mais en fait, je ne suis pas obligé d'être défini par le prisme qu'on m'a donné dans mon éducation, par exemple. » Exactement. Comment est-ce que, qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes qui n'ont peut-être pas encore eu cette réalisation que tu as eue pour les aider à se sortir, entre guillemets, d'un certain moule? Moi, je pense alors il y a un truc qui est très Et intéressant. d'être eux-mêmes, parce que tu l'as dit toi-même, tu l'as dit, faut oser être soi-même à un moment donné. C'est là où tu seras le plus heureux. Mais est-ce que si je te disais, tu penses que tu l'aurais entendu si je te disais à 21 ans, enfin moi, je sais pas, quelqu'un te disait, mais Pauliane, t'es pas toi-même en fait, ou bien En fait, je pense même que mon ego l'aurait mal pris. Justement. J'aurais dit non mais c'est qui lui là? Ouais. Il vient me contrecarrer mes plans alors que j'ai décidé que j'allais faire ci ou ça. Et pourtant, il y a des personnes qui m'ont mise en garde, qui m'ont dit mais Pauliane, attention. Alors même si peut-être c'était leur peur ou quoi, si on va juste dans le dans le fait de juste de la bienveillance, voilà. Non, tu l'entends pas forcément. Quand t'es pas persuadé que c'est pour ton bien ou que ça va te faire évoluer, tu l'entends pas. Et moi, il y a un exercice que je trouve très intéressant à faire, c'est de prendre une feuille de papier et d'écrire. Parce que quand on écrit, mine de rien, c'est quand même un moyen d'expression et on dépose quand même quelque chose. Donc même si sur l'instant, on a l'impression que ça nous fait rien, le fait d'écrire ses idées, d'écrire ses pensées, et peut-être des fois de les relire plus tard, on se dit « Ah tiens, en fait, j'ai changé. Je ne pense plus comme ça. » De faire une liste, justement, des choses qu'on aimerait dans notre vie. On est d'accord ? De mettre ses goals un petit peu. Je pense qu'on peut mettre tant sur le plan matériel que personnel, que ce soit voyager, avoir une belle voiture. Enfin voilà, là je suis vraiment dans le cliché. Et de se dire en fait, est-ce que là avec ma situation actuelle, est-ce que ça me permet d'aller chercher ces choses-là déjà pour commencer? Et si ce dans quoi tu es, ça ne te permet pas déjà d'accéder, ce que tu fais, c'est que tu vas pas aller dans la bonne direction. Donc c'est important de faire un petit peu un plan et de se dire en fait peut-être en changeant cette habitude ou simplement je suis pas bien dans mon job, d'oser en fait partir. Donc c'est facile à dire, oui, j'ai un loyer, j'ai une voiture, j'ai ci, j'ai ça. Moi pendant le Covid, je me suis retrouvée avec rien. Donc j'avais une voiture, un appart, mais j'avais plus d'argent. Donc c'est là aussi où je pense que vraiment d'avoir été dans ce cas de figure là où j'avais juste plus le choix, t'es obligé de rebondir en fait au bout d'un moment et de te poser les bonnes questions et d'oser. En fait, moi, je me suis dit, qu'est-ce que j'aime? J'aime motiver les gens, j'aime transmettre ma passion, j'aime transmettre mes connaissances. Et ça me fait vibrer. Comment je peux faire ça, en fait? Simplement, entre guillemets. Et ça a commencé par des petites choses. Comme j'avais pas beaucoup de moyens à l'époque, j'ai commencé à coacher dehors ou dans mon studio avec 3 élastiques. Et il y a des gens qui ont cru en moi. Donc, ils ont bien fait, je pense. Ouais. Oui, bien sûr, et heureusement, et je les remercie parce que c'est aussi grâce à eux que je suis là aujourd'hui. Mais je me suis rendu compte que donner de l'énergie positive aux gens, ça me renourrissait aussi mon énergie et c'était devenu un cercle vertueux. Et le fait de faire du bien autour de moi, de motiver des gens, c'est ce qui a aussi été mon moteur dans toute cette ascension jusqu'à l'ouverture de ma salle de coaching privé. C'est cette ascension-là, en fait, c'est le fait de donner de l'énergie aux gens, ça m'en a redonné à moi. On a toujours l'impression que faire du sport, c'est une perte d'énergie. Mais pas du tout. Le mouvement, c'est la vie. On n'est pas fait, en fait, je pense, pour être assis toute la journée, mais on est dans une société où on est assis pour manger, en voiture, on est assis dans le canapé, on est tout le temps assis. On finit par plus bouger, en fait. Et pour moi, le mouvement, c'est la vie et on n'est pas fait. Je pense que le corps humain n'est pas fait pour être sédentaire. Et c'est ce qui fait aussi qu'après, on développe des maladies ou qu'on n'est pas forcément heureux dans ce qu'on fait parce qu'on ne bouge pas. Mmh. Ouais, je sais pas si tu vois où je veux en venir. Oui, je vois très bien où tu veux en venir. De là où on était parti, c'était du coup l'idée de poser par écrit, ce que je trouve être un exercice extrêmement approprié, adapté, puissant, et je suis très content d'ailleurs que tu le mentionnes parce que je ne sais pas si j'y aurais pensé là comme ça, mais en fait c'est à la fois évident, facile, accessible, mais c'est incroyablement puissant et pourtant on le fait pas.
on le fait pas parce que même là, on pourrait entendre ça et se dire ah ok cool, ça a l'air cool d'écrire, c'est vrai, puis en fait on le fait pas. Ouais, c'est ça. Parce qu'on se dit mais en fait je peux penser, c'est plus rapide, c'est plus efficient, c'est tellement lent de voir sa main écrire un truc que tu as déjà en tête, mais au final c'est tellement puissant déjà de le sortir de sa tête, mais en plus de l'avoir posé, écrit. Et je suppose que toi, d'une façon ou d'une autre, tu as dû faire ce travail-là à un moment donné pour réaliser, tiens, j'ai peut-être envie de prendre ce risque de lancer ma salle de coaching. Oui. Parce que comme tu l'as dit, tu étais là à un moment donné, tu roulais pas sur les moyens, mais tu t'es quand même dit, je vais oser lancer mon truc parce que je sens que c'est ça qui me fait kiffer. Comme tu l'as mentionné plusieurs fois, aider quelqu'un d'autre, avoir l'impression d'être utile, de voir les autres regagner leur confiance en eux ou en elles. C'est ça qui, toi, t'a nourri aussi de voir, j'imagine, que tu es capable, pour en revenir à ta confiance en toi, que tu es capable d'apporter ça à quelqu'un d'autre. C'est ça, exactement. Tu as la preuve que tu es capable de faire ça, donc que tu as cette certaine compétence, cette certaine reconnaissance aussi de tes capacités. Oui. Ça t'a nourri toi et c'est venu un peu de ces remises en question. Exactement. Et je pense que... Tu as quand même pris le temps de te demander, Bien sûr. quand tu marchais ou quand tu écrivais, qui suis-je? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Où est-ce que j'ai envie de me diriger? Est-ce que je me dirige actuellement par mes actions et par mon quotidien? Oui, non. Est-ce que j'ai envie que ça change? Oui, non. Exactement. Est-ce que je change un peu ce que je vais faire? Bah oui, c'est ça. Mais pour avoir du changement, il faut provoquer quelque chose, en fait. Il faut faire quelque chose de différent parce que sinon, tu restes dans ta réalité aussi. Et puis, l'écriture, justement, c'est une excellente thérapie, je pense, selon moi, pour justement avoir les choses sous les yeux aussi. Et puis, comme faire un petit peu un plan. Et c'est toujours très intéressant de se relire, en fait, par la suite. Je trouve ça vraiment gratifiant, en fait, de voir que t'évolues. Et je pense que, comme dans toute action qu'on met en place, ça peut être l'écriture, ça peut être le fait de dire, tiens, je vais courir alors que je ne l'ai jamais fait. C'est des petites fiertés, en fait, qui n'apportent rien à personne autour de toi, mais qui t'apportent à toi, en fait, personnellement. C'est ça le plus important. Et je pense que cette fierté-là, elle est hyper importante à être cultivée. Parce que quand tu es fier de toi, c'est là où tu accomplis des choses parce que tu as confiance en toi. Et quand tu crois en toi, c'est là aussi où tout s'aligne. Quand j'ai ouvert ma salle de coaching privé, j'avais tellement à cœur de pouvoir aider les gens, de pouvoir transmettre, comme je te disais, ma passion, que je me suis dit, mais il n'y a pas moyen, en fait, ça va marcher. Parce que, de nouveau, je pense que quand tu fais les choses pour les bonnes raisons, il y a tout qui s'aligne. Et quand tu es au bon endroit, au bon moment, il n'y a pas de résistance, en fait. Et typiquement, si on repart anciennement, que ce soit dans les réseaux sociaux, à l'époque où je faisais de la moto et du bodybuilding, j'avais toujours des résistances, des encoubles, en fait. C'est comme pour les championnats d'Europe. 10 minutes avant de monter sur scène, mon bikini il s'est cassé. Mais à aucun moment, je me suis dit, non, en fait, il ne faut peut-être pas que tu montes sur scène. J'ai eu un problème avec mon avion avant de partir. Enfin, il y avait tellement de signes que la vie me donnait qu'il ne fallait pas que je sois là à ce moment-là. Et je l'ai quand même fait. Donc, je me dis que la vie te parle aussi. Oui. Et il faut aussi être à l'écoute des fois quand on voit que ça coule et que tout est fluide. C'est qu'il faut aussi des fois savoir prendre le train quand il est là. Ouais, et savoir lire un petit peu. Après, tout le monde peut y apporter le degré de spiritualité qu'il veut, j'imagine. Mais à partir du moment où tu te sens justement que c'est fluide, que ça s'accroche pas, qu'il n'y a pas de friction, c'est que peut-être justement... t'es plus là où tu devrais être. C'est ça. Que lorsque tu sens de la friction, et ce qui est important justement, je pense, c'est de s'arrêter pour se demander, mais pourquoi en fait je sens cette friction? Est-ce que c'est parce que X, Y? Est-ce que c'est parce qu'en fait je fais ça, mais il y a de la friction parce que je sens que c'est mon intérieur, mon moi intérieur qui me freine d'une façon ou d'une autre? Peut-être parce que c'est pas qui je suis vraiment ou qui j'ai vraiment envie d'être, ou que je fais pas ça, comme tu l'as dit plusieurs fois, pour les bonnes raisons. Exactement. Mais ça, il faut prendre le temps de s'arrêter pour statuer sur je pense que ton intuition est très puissante. Quand tu sens que c'est de la merde, c'est la merde en général. Ouais, mais on a tellement tendance à mettre la tête dans le sable pour pas voir la merde. Oui, exactement. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui disent « Ah ouais, mais moi, j'ai jamais l'impression que j'ai de la chance » ou « J'ai l'impression que ça marche jamais ». Mais parce qu'aussi, on est, je pense, dans un cercle négatif.
je pense que pour avoir de la positivité, il faut aussi, pour attirer de la positivité à soi, il faut aussi mettre en place des actions qui sont positives. C'est vrai que si toute la journée, t'es dans, je suis un boulot de merde, mon mec, il me fait chier, et puis je gagne pas bien ma vie, et puis en plus, je suis gros, et puis en plus... Tu vas pas attirer beaucoup de... Voilà, c'est ça, exactement, parce que t'es justement dans un cercle tellement négatif que tu fais rien pour entretenir ce positif. Et moi, c'est ce que j'ai dû faire un jour, parce qu'on voit tous la vie sous un prisme différent, hein. J'ai vraiment dû me dire, mais en fait, est-ce que c'est la vie que tu veux ? Tu vois, est-ce que c'est vraiment ça ce à quoi t'aspires ? Enfin voilà, là c'est pas très fructueux. Enfin je veux dire, tu galères. En plus t'as des centaines de milliers d'abonnés, mais tu sais pas quoi en faire. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? J'étais vraiment dans un truc où je me disais mais c'est pas possible. Il y a quelque chose qui va pas. Et en fait j'ai simplement décidé de par des petites choses en fait de commencer à faire des petites choses positives. Et je me suis dit ben là j'ai quoi comme moyen pour faire quelque chose de bien ? Bah voilà, j'ai 3 élastiques. Du coup, je vais commencer à coacher avec ça. Hein. Voilà, je vais me donner à fond. Et petit à petit, ça s'est fait. Enfin, j'ai commencé à coacher dehors, même sous la neige parfois. Je faisais même des fois jusqu'à 2 heures de route pour aller coacher des personnes parce que je me disais, mais en fait, je préfère faire ça plutôt que rien faire. Et au moins, je suis occupée, au moins, je rends service à quelqu'un. Et je me donne aussi de la valeur indirectement parce que j'apprends aussi à rémunérer mon travail, chose que je faisais pas avant sur les réseaux sociaux. Qui peut te donner de la confiance en plus aussi. Exactement, évidemment. parce qu'il y a une valorisation aussi. Et puis en plus, c'était au tout début. Donc voilà, j'ai commencé très modestement, hein, si on peut dire ça comme ça. Mais je me sentais utile et je me sentais bien dans ce que je faisais. Et ça, c'était très, très important pour moi. J'avais vraiment envie de cultiver le fait d'être bien dans ce que je fais et puis d'apporter un bon message. Et je pense vraiment qu'avec de la persévérance, justement, une chose que le bodybuilding m'a peut-être apporté aussi, la persévérance, le fait de continuer de mettre des petits actes les uns après les autres pour obtenir un résultat, ça m'a énormément aidé dans le travail, justement, l'effet cumulé de toutes les petites choses qui sont mis bout à bout, et ça vous donne aussi le résultat qu'on a aujourd'hui. Et justement, ce schéma négatif dans lequel les gens sont, oui, j'aime pas ci, j'aime pas ça, je suis pas bien avec mon travail et tout ça, moi, j'ai été aussi dans ce schéma-là et j'ai travaillé vraiment pour sortir de ça. Et aujourd'hui, j'arrive aussi à avoir une stabilité dans ma vie parce que j'ai travaillé pour obtenir toutes les choses que j'ai aujourd'hui. Ça veut dire que si la Poliane d'il y a 2 ans, quand elle n'était pas forcément bien, on lui avait donné une salle incroyable comme ça, est-ce que réellement j'aurais su la garder ? Je crois pas. Est-ce que réellement j'aurais su m'en occuper et quoi en faire ? Je ne pense pas parce que j'avais pas confiance en moi à 100%. Enfin, 100%. Mais j'avais pas confiance en moi, j'étais pas convaincue. Et là, maintenant que j'ai travaillé et que chaque petite pierre a donné ce que ça donne aujourd'hui, c'est là aussi où tu arrives à entretenir et garder les choses. Et toi, parce qu'on peut voir parfois mis en opposition le fait de il n'y a pas que le travail ou bien il y a pas, on peut pas, c'est pas uniquement quand on veut, on peut. Comment est-ce que toi, tu te positionnes vis-à-vis de ça ? Parce que force est de constater, d'après ce que tu as raconté aussi et de ce que tu m'as dit aussi en off, que tu n'as peut-être pas eu les meilleures, toutes les cartes en main au début pour t'en sortir, on dira. Mais heureusement, parce que je pense que tu savoures aussi après ce que tu arrives à avoir et tu sais aussi ce que c'est de ne pas avoir d'argent, tu sais aussi ce que c'est de faire quelque chose que tu n'aimes pas. Donc après, tu as aussi indirectement envie de te battre pour garder ce que tu as. Et tu vas tout faire pour mettre l'énergie aussi là-dedans et puis faire en sorte de cultiver justement ce bonheur que tu as. Et puis, on parle beaucoup de la chance, hein, tu vois, par rapport au métier qu'on fait. Mais en fait, il y a quand même, je pense, une énergie de base. Il y a quand même un travail qui a été fourni au tout début pour créer cette chance-là, en fait. T'inquiète, j'aime penser que c'est le cas en ce qui me concerne. Oui, voilà, justement, on en a discuté en parallèle. Ouais. Mais le fait que, oui, aujourd'hui, tu vis de ta passion, t'en vis certainement très bien. C'est aussi parce qu'au tout début, il y a eu un travail quand même acharné qui fait que aujourd'hui, tu récoltes aussi ce que tu as semé. Et heureusement, je trouve que c'est valorisant justement de pouvoir te dire mais waouh, grâce aux efforts que j'ai fournis, aujourd'hui, je fais un métier que j'aime, j'ai du temps, je fais quelque chose de passionnant. Je vais voir des gens, je leur pose des questions sur leur vie. Tu parles de moi là ? Oui, voilà. Et c'est incroyable, je vis de ça et ça me fait vibrer. Ouais. Mais tu as dû quand même créer cette base pour pouvoir arriver à ça. Oui. C'est pas venu tout seul. Ah non, en tout cas, personnellement, moi j'aime penser clairement que c'est grâce à ça, grâce au fait que j'ai trouvé ça dur, peu importe le point de référence de c'est dur, on a tous des chemins différents. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir eu un chemin
particulièrement désavantagé, tu vois. J'ai eu mes difficultés, j'ai eu mon adolescence, j'ai eu tout plein de choses. Bien sûr. Il n'empêche que là, aujourd'hui, j'ai pas l'impression qu'on m'ait nécessairement donné les choses. Et donné une bonne partie des choses. Oui. Pour moi, le travail, les efforts, remettre en question et prendre le contrôle du résultat autant que possible, c'est ma vie, c'est la base. Pour moi, c'est super important. C'est ça qui... Mais d'un autre côté, c'est toujours plus difficile quand t'as pas l'impression d'avoir peut-être été dans une situation particulièrement désavantagée, de te dire que c'est entièrement mérité. Après, je vais pas dire c'est pas juste ou quoi, parce que je pense qu'on est quand même responsable de nos choix. Donc, je pense aussi, ouais. J'étais très jeune quand il m'est arrivé certaines choses. J'ai peut-être pas pris la bonne route tout de suite parce que j'ai pensé bien faire. On n'est pas construit la même chose quand on prend des décisions à 14 ans. 15, 16 ans, que maintenant à 26 ans, 10 ans plus tard. Donc, tu vois, typiquement, on parlait de ça avant. Toi, tu as commencé YouTube dans le but d'en vivre. Enfin, tu voulais en faire ton métier. Ouais. Tu savais que c'était quelque chose de passionnant. Moi, j'ai commencé YouTube parce que j'ai mis une vidéo qui a fonctionné. Ouais. Tu vois, donc je veux dire, c'est... Oui, toi, tu avais 20 ans, moi j'avais 27, c'est très, 19, très différent. Même, tu vois, 19. Donc, Et bon, on n'est pas un an près. Mais c'est vraiment que moi, il y avait aucun but réel derrière. J'ai vu que ça faisait kiffer, que ça plaisait. Donc, du coup, je me suis dit, bon, vas-y, on continue et puis on regarde ce que ça donne. Et puis après, en fait, tu te prends au sérieux et puis t'attires après aussi des marques qui s'intéressent à toi. Et au tout début, quand t'es jeune, si je reprends l'exemple de la moto, première marque de moto qui me contacte, oui, on aimerait t'offrir 1500 balles d'équipement. Ah bon? Pardon, genre, moi, on me donne de l'équipement. Pourtant, je suis personne. Je veux dire... voilà, je fais juste des vidéos, je partage ce que j'aime et puis on me donne ça. Donc, on a l'impression que, oui, au niveau du matériel, c'est énorme. Mais c'est vrai qu'après, sur l'impact qu'on a, le taux d'engagement et puis ce qu'on est capable de faire avec la visibilité, on ne se rend pas compte qu'en fait, c'est pas grand-chose en fait, au final. Et moi, je me suis retrouvée à un moment où j'étais submergée parce que j'avais des marques qui me donnaient des choses et qui voulaient énormément de contrepartie. Mais moi, en fait, ça ne me faisait pas vivre. Du coup, j'ai pas su comme toi, déjà de par mon jeune âge, de par le fait que je pensais même pas forcément faire un métier, j'ai pas su mettre de limites. Et je me suis très vite fait bouffer, si on peut dire ça, par justement l'emprise des marques. Et il y a beaucoup de marques qui parlent très mal, qui te traitent très mal, pardon. Et moi, j'ai été confrontée à des personnes qui m'ont vraiment craché dessus, je veux dire, pas respecté. Et ça, c'est terrible. Quand t'as 20 ans, tu sais pas t'imposer face à ce genre de situation. Ouais, j'imagine. Et c'est d'autant plus admirable, je trouve. Et c'est aussi pour ça que je voulais avoir une discussion avec toi, de toute façon, ici même, en dehors, parce que je trouve ça justement impressionnant et admirable, comme j'ai dit. Tout ça, ça t'est arrivé. T'as peut-être pas eu l'impression que t'avais les capacités de le gérer, etc. Aujourd'hui même, tu laisses une bonne partie de ça de côté, oui. Tu t'es construit, justement, tu as eu envie de te reconstruire, comme tu l'as dit, de laisser des choses de côté, de repartir de zéro pour trouver justement peut-être des fondations sur lesquelles tu peux plus te reposer, en sachant que mais en fait, maintenant si je suis fier et que je peux aider les gens, c'est parce que je l'ai fait moi-même, je sais d'où ça vient, j'ai pris le contrôle un petit peu de cela, j'ai pris la responsabilité en tout cas de certaines choses que je peux faire, et c'est là aujourd'hui où tu as l'air, j'ai l'impression d'avoir en plus tiré des enseignements de cela et d'avoir combattu autant que possible certains démons, notamment les démons liés à il y a tous ces gens que je connais pas qui me disent comment je devrais être, il y a tous ces commentaires anonymes, il y a ma relation avec mon corps, il y a mon environnement quand il y avait beaucoup de choses en même temps, il y a toutes ces forces qui te tirent dessus, et toi au milieu de tout ça tu es censé essayer de te construire un peu et de te trouver. Bien sûr, et on a tous notre propre justement expérience vis-à-vis de ça. Toutes les personnes qui écoutent, on a tous notre propre chemin de construction personnelle, notre environnement, etc. Mais je pense qu'il ne faut pas laisser le passé dicter le présent, en fait. Parce que c'est là, en fait, où on fait un peu fausse route, parce qu'on est victime après de son passé. Et je pense qu'on devrait se servir de ça comme un moteur, plutôt que comme quelque chose qui nous empêche de faire des choses. Oui, je ne fais pas ça parce que j'ai vécu ça. Moi, j'étais clairement comme ça au début. Je me disais, ah oui, mais j'ose pas parce que en fait, j'ai vécu ça. Et puis du coup, comme lui, il a dit que j'étais comme ça. Et en fait, tu te laisses trop influencer par ça. Et d'être dans la projection, c'est bien, mais il faut aussi justement revenir à cet instant présent. Et je pense que le sport, c'est quelque chose que... je pense que tu ressens la même chose vis-à-vis de ça. On va s'entendre, Ça te permet vraiment d'être dans le moment présent. Et ce fameux 12 avril où j'ai pris ma paire de running pour la première fois pour aller courir,
Je crois que j'ai jamais autant été dans l'instant présent. Ouais. J'avais tellement Tu mal l'as senti? partout. Je me suis dit, waouh, mais c'est fou quand même. Ça fait quand même 6 ans que je fais de la muscu et je souffre comme ça sur un 6 km. Donc voilà. T'inquiète, j'ai eu la même réalisation quand j'ai commencé à courir en novembre dernier. Donc Ouais. je vois un petit peu ce que c'est. C'est ça. Et de nouveau, tu vois, ce qui est fou, c'est que j'ai de nouveau quand même ce besoin de me mettre un challenge où j'ai fait un premier trail, là du coup, un petit 29 km. Un petit 29 km, avec dénivelé de 2000 presque. 2000. Ouais. C'est vraiment pas si petit que ça, quoi. C'est Ouais, un gros truc. Oui, mais c'était trop bien. Enfin, franchement, j'ai vraiment aimé l'expérience. Et puis, t'as pris goût, ça y est. Ouais. T'es mordu. Oui, là, je pense que je suis mordu pour Ouais. les 5 prochaines années. Après, 5 prochaines, ça y est, tu on signes verra. pour J'ai 5 des ans. cycles de 5 ans en T'as des général. cycles de 5 Donc, ans, ok. on verra ce que je fais dans 5 ans. On refera une interview, du coup. Ouais. On verra toi où t'es. On verra un peu. Et moi où je suis. Mais non, en du haut coup. d'une montagne, probablement. Peut-être. Hein, Peut-être tous les deux, on sait jamais. Je vais peut-être on y sait prendre un goût jamais. aussi. On sait jamais. Mais non, du coup, là. Qu'est-ce que tu trouves dans le trail, là, aujourd'hui? Justement, c'est un sport qui est aux antipodes du bodybuilding. Justement, c'est à l'opposé. Est-ce que c'était pour t'enfuir, en quelque sorte, du bodybuilding quitter de cette réalité-là, ouais, je pense. Et tout ça, ou est-ce que c'est parce que c'était juste quelque chose en soi qui te Non, plaisait? quitter cette réalité, et puis surtout, le bien que ça m'a fait, en fait, d'être connecté à la nature, à moi-même, à mes sensations, à mes ressentis, parce que, oui, quand on utilise tout son corps pour monter en un sommet, on sent tout son corps. En tout cas, on le sent très différemment de On le faire sent de très muscu, différemment, hein. et ce que j'ai trouvé fou aussi, c'est la capacité d'adaptation du corps. J'ai perdu 10 kilos depuis que je me suis mis à courir. Donc, et c'est la première fois que je perds du poids et que je suis absolument bien avec ça, qu'il n'y a pas justement, comme j'aurais pu le faire dans le passé, et que le bodybuilding a un objectif de maigreur ou de contrôle absolu. Parce que là, tu perds du poids, mais on va pas se mentir, c'est justement quand tu fais de la course et du trail, tu vas peut-être perdre un peu de masse musculaire dans le haut du corps, tu peux perdre du gras, Oui, etc. bien sûr. Mais le physique du trailer ou de la traileuse, c'est l'exact opposé de la bodybuildeuse ou du C'est bodybuilder. ça, et en fait, ça, tu as réussi à te détacher de ce... Oui, parce que je me suis dit qu'on avait le corps qu'on méritait aussi, et que si mon corps il avait envie de peser 50, 60 ou 70 kilos, c'est qu'il en avait besoin. Donc j'ai en fait simplement décidé de faire confiance à mon corps et de me dire merde, en fait, si j'ai faim, je mange. Bien sûr, moi je mange sainement dans le sens j'estime ce qui est sain, mais je mange à ma faim et j'ai plus envie d'être dans cette privation tout le temps, parce que c'est un peu punitif en fait au bout d'un moment de te dire oui, mais toi t'as pas le droit de manger ça, puis si tu manges ça tu vas grossir. Enfin, de nouveau, t'entretiens ce schéma de pensée négatif, et je me suis simplement dit, tu sais quoi, laisse ton corps vivre, en fait, tu t'en fous. Et c'est fou parce que là je suis en train de revenir à mon poids d'équilibre, en fait, sans me prendre la tête. Et la capacité d'adaptation du corps, justement, je m'entraîne régulièrement et mon corps progresse, s'adapte, et en fait je prends de plus en plus de plaisir à faire ce que je fais, parce que j'ai de moins en moins de douleurs que je pouvais avoir au début. Et en fait, c'est tellement une liberté de mouvement, la course. Parce que oui, je fais du trail, mais je fais aussi de la course à pied à côté pour m'entraîner. Hein. Ouais. Mais c'est tellement une liberté de mouvement. T'es juste là avec toi-même et tu cours, quoi. Il n'y a rien d'autre que juste toi, ta tête et ton corps. Et le corps et l'esprit, pour moi, sont vraiment liés. Et même dans mes coachings, c'est quelque chose que j'aime à dire. J'aime pas mettre de règles. Je donne jamais de plan alimentaire en particulier à une personne. Parce que pour moi, le résultat, c'est plein de petites actions qui, mis bout à bout, vont donner qui tu seras dans 10 ans. Ouais. Et je te rejoins totalement là-dessus. Moi, je me suis pris aussi dans la course. Et d'ailleurs, tout à l'heure, en rentrant, je vais aller courir. Je me réjouis, tu vois. Je suis devenu ce mec qui se réjouit d'aller courir. Alors qu'il y a moins d'un an, je me serais jamais vu comme cela. Mais je vais revenir sur un truc que tu as dit juste avant, que je trouvais ça intéressant dans l'idée. C'est que tu as dit, on a le corps qu'on mérite. Et puis, derrière, ta réflexion a culminé vers un sentiment d'acceptation de ton corps. Oui. Et on pourrait voir ça en contradiction. J'ai le corps que je mérite, mais d'un autre côté, il faut que j'accepte oui, parce mon qu'en corps fait, comme il est. Comment est-ce que tu toutes les actions que tu vas faire au quotidien, elles vont te donner un résultat. Que ce soit au niveau du travail, au niveau du physique, au niveau de ta relation, au niveau de tout. Hein. Ouais. Ça va dépendre de comment tu vas l'entretenir. Et en fait, je pars du principe que maintenant, quand je fais quelque chose, je me pose toujours cette question de est-ce que je le fais par amour pour moi ou pas? Parce que je pense que on doit faire les choses par amour pour soi. C'est un peu peut-être dit comme ça. Mais c'est vraiment, je trouve que on mange 3, 4, 5, 6 fois par jour, ça dépend des personnes. Et je pense que ça doit être un moment de plaisir où on restaure son corps. Et en fait,
quand tu fais du trail, quand tu fais de la course à pied, tu dépenses énormément d'énergie. Donc, c'est important aussi de restaurer ton corps. Et ça, c'est quelque chose qui est différent dans le bodybuilding, par exemple. Plus tu approches de l'échéance, moins tu donnes d'énergie à ton corps. Ouais. Et c'est quelque chose que je voulais plus reproduire. Parce que je pense que tant que ton corps se sent en état de famine, il ne revient pas à son poids d'équilibre. Et en final, moi, en fait, je m'en fous de faire X ou Y poids. Je veux juste être bien, me sentir bien, me trouver belle. Parce que je pense que c'est important de se trouver beau, belle. Oui, je suis d'accord. C'est important d'aimer son corps, même si c'est plus facile à dire qu'à faire, pardon. Comme je l'ai énoncé au tout début, les réseaux sociaux, ce qu'on voit, on se compare, on se juge énormément. Et moi, je voulais juste cet équilibre-là. Et quand je cours, il n'y a pas de réseaux sociaux, il n'y a pas de miroir, il n'y a pas X ou Y personne qui vient me dire quoi que ce soit. Et juste, c'est moi, en fait. C'est pour ça que c'est important d'oser juste être soi. Et c'est en commençant à faire des choses pour soi, comme aller courir, bien s'alimenter. Essayer de faire des bons choix au quotidien. Ça n'a pas besoin d'être parfait, hein. Il faut pas se mettre la pression que ça doit être parfait, parce que c'est là que voilà, ça peut vous déraper. avez eu l'exemple de ce qu'il fallait pas sinon. faire, voilà. Mais juste, en fait, fais des bonnes petites choses, des petites actions au quotidien et tu verras que ça t'apportera que du bien sur du long terme. Tu vois, il y a toujours cette récompense, ce plaisir immédiat. Je te disais, hein, entre un cookie ou un verre d'eau, tu choisis quoi? Ça va dépendre, mais ouais, là, je prendrais les deux, pourquoi pas. Oui, pourquoi pas, mais si tu devais n'en choisir qu'un. Tout dépend du contexte. Là, je prendrais bien je prendrais le cookie, je pense, pourquoi pas. Mais tu vois, si tous les jours de ta vie, tu consommes un cookie, dans 10 ans, tu n'auras peut-être pas le même résultat que quelqu'un qui, tous les jours, s'est hydraté avec de l'eau. Donc, c'est sûr que sur l'instant, boire un verre d'eau, ça n'apporte rien. On est d'accord, c'est de l'eau, quoi. Mais par contre, c'est vrai qu'à long terme, tous ces verres d'eau, entre guillemets, ils feront un résultat différent que si pendant 10 ans, tu as mangé des cookies tous les jours. Mais par contre, si ponctuellement... Donc c'est là que tu as la part de, entre guillemets, mérite dont tu parlais. Et la part d'équilibre, où c'est important quand même de se mettre un cookie de temps en temps, quoi. Tu vois, je veux dire, il faut pas boire que de l'eau. Mais de nouveau, la personne qui aura bu une majorité d'eau et qui aura justement dosé sa quantité de cookies, elle aura peut-être... C'est une image, hein, de toute façon. C'est une image, voilà, c'est très... compris. Je vulgarise le truc, mais c'est pour dire qu'on est responsable, tôt ou tard, de qui on est et de ce qu'on est. Enfin, faut pas être surpris du corps qu'on a, en fait. Je veux dire, si on fait pas de sport, qu'on ne bouge jamais, faut pas être étonné de peut-être pas forcément être bien dans son physique. Il y a peut-être quelque chose à commencer à mettre en place et ça peut commencer par juste une petite balade de... Il y a une mouche. Il y a une mouche qui nous attaque là. Et ça peut commencer par peut-être juste une petite balade de 20 minutes quotidiennement ou même tous les 2 jours et c'est déjà quelque chose de différent. Alors moi, je te rejoins là-dedans. C'est autant je trouve que c'est important personnellement de me responsabiliser pour mon corps, de ce qu'il devient, de ce qu'il est, etc. et d'en prendre une part de responsabilité, autant c'est important d'être capable de faire ce discernement dont tu as parlé, de le faire par amour propre aussi, par amour pour soi, et de trouver l'équilibre là-dedans qui nous va bien, en essayant d'étouffer certaines choses qu'on peut entendre, certaines visions, certaines visions déformées de la réalité, comme on peut les trouver autour de nous, notamment sur Internet. Bien sûr. Pour essayer de se former son propre idéal. C'est ça. Mais quand même en gardant en main les choses qu'on a en main. C'est-à-dire, comme tu l'as dit, c'est une image. On a quand même à un certain moment le choix entre le verre d'eau et le cookie. Oui. C'est difficile de tout avoir quand même. Exactement. Et c'est dommage aussi cette culture du résultat immédiat. On veut tout de suite. Ça, c'est humain. Hein. Mais de nouveau, un résultat rapide, c'est aussi quelque chose qui est peut-être éphémère dans le temps. Tu vois, on apprend sur la durée, justement. C'est ça, exactement. Que les plus belles choses sont celles qui prennent le plus de temps à construire. Exactement, comme développer un business, comme se construire physiquement, mentalement. Et je pense que pour en revenir à tout mon parcours, c'est important de faire des erreurs quand même. Oui, parce que finalement, tu as appris tout ça. C'est ça, exactement. Donc, j'espère juste que c'était pas fouillis, comme j'ai raconté tout ça, parce que c'est vrai qu'il y avait... Il y a quand même beaucoup de choses qui sont en parallèle, j'en ai conscience. Et justement, ça m'a demandé aussi un gros travail d'humilité, puis justement de mettre mon ego de côté aussi, parce qu'on se rend pas compte, mais notre ego, il prend énormément de place. Et des fois, on s'obstine dans des choses qui, en fait, on voit bien qu'il y a rien qui se passe, mais on continue, on s'obstine, et puis en fait, au final, on perd de l'énergie au lieu de la mettre déjà ailleurs pour commencer. Dans autre chose, et on finit par en être malheureux, et moi c'est ce qui m'est arrivé. Est-ce que tu as des gros regrets par rapport à ton passé? Non, pas spécialement. Il y a peut-être que juste le fait d'oser plus, en fait. D'accord. D'oser parler, d'oser m'exprimer, notamment par rapport à des choses que j'ai vécues et subies dans mon adolescence.
En fait, il faut pas avoir peur d'oser d'être soi-même, pardon. De trouver ce que ça veut dire aussi. Voilà, aussi exactement, de trouver ce que ça veut dire. Et surtout, s'il y a une situation qui nous met mal, que ce soit dans le travail, dans une relation, de nouveau, c'est ces piliers fondamentaux-là, en fait, de se dire que c'est simplement pas là où je dois être. Parce que je pense que la vie, elle peut vraiment être belle. C'est juste qu'on décide. Je suis entièrement d'accord avec toi. On décide si elle est belle ou pas. Et justement, quand on n'est pas bien dans un endroit, se poser la question de mais qu'est-ce que je fais là encore ? Et je suis d'accord, ça demande un peu de temps, des fois, de partir parce qu'on a des attaches émotionnelles. Ça peut être une relation, ça peut être un bon salaire. Aussi, ça peut être un bon salaire, ça peut être un bien matériel. Et en fait, on est accroché à ces choses-là, alors qu'en fait, au final, ça nous apporte plus de négatif que de positif. Et d'oser lâcher, en fait, lâcher prise. Lâcher prise, c'est aussi un très gros travail, ça. De lâcher prise sur des choses qui sont plus en fait bénéfiques pour nous et puis qui nous nourrissent plus. Ouais. Et là, c'est quoi l'avenir pour Pauliane alors? On va te voir joueuse de golf, crapahuter. Non, je rigole. Non, mais là, je suppose que t'as des envies, des objectifs, comme tu l'as dit. Moi, je me reconnais très bien là-dedans, d'autant plus que on m'en avait parlé, mais maintenant je le comprends un petit peu plus. On m'avait dit, tu verras, tu fais un marathon, et puis en fait, t'as l'objectif, t'as la progression, et une fois que tu l'as plus, tu te dis, mais c'était stylé quand même quand j'avais un truc vers lequel viser plus précisément. C'est ça, exact. Et j'ai l'impression qu'on fonctionne pareil et que on est beaucoup dans la même galère en tant qu'être humain. Toi, tu vises des trucs là? T'as des nouveaux objectifs? Oui, alors là, ça va être full trail? Full trail. Et tu gardes du renforcement musculaire? Oui, bien sûr. Du coup, j'ai ma salle de coaching. Oui. Donc, je m'entraîne dans T'as tout le matériel qu'il faut, je me doute bien. Dans ma salle, oui, j'ai tout le matériel qu'il me faut. J'ai réussi à créer un environnement dans lequel je me sens bien aussi. Incroyable. Et là, alors, il y a plusieurs courses de prévues. Et bien sûr, tu sais, comme on dit, quand on commence avec une certaine distance, on a toujours envie d'aller voir un petit peu plus haut ce qui se passe. Ouais, un peu plus haut, plus loin. Honnêtement, franchement, si mon corps me le permet et que l'envie me vient, je serais bien pour tester l'ultra-distance un jour. Okay. J'aime le travail mental qu'il y a derrière, au-delà du travail physique. Passionnant, je suis d'accord, ça a l'air passionnant. Et je pense que justement, les épreuves qu'on va chercher là-dedans, ça nous apporte aussi énormément de réponses à nos questions. Et tu vois, comme tu dis, faire un marathon, alors oui, c'est 42 km, bravo d'ailleurs. Oui, merci. Après, quand je vois ce qui se fait en ultra, ça semble pas grand-chose. On verra qui c'est qui va dans la cour des grands après. Mais du coup, quand tu fais un marathon, par exemple, et que tu te prépares pour ça, en fait, tout le schéma de préparation, c'est le travail qu'il y a autour qui est intéressant. C'est vrai. Parce que les 42 km, une fois que tu les auras faits, voilà, ils seront faits. Mais c'est ce travail autour qui va te manquer parce que en mettant certaines routines en place, en te documentant, parce que je pense que tu consommes aussi des podcasts autour du running, voilà, ça t'apporte en fait. C'est tellement enrichissant de partager, de voir des gens qui vibrent la même chose que toi. D'apprendre. Exactement. Et puis d'apprendre, voilà, cette soif d'apprendre. Je pense que la passion, c'est aussi un moteur incroyable pour cette soif d'apprendre justement, cette soif de se cultiver, de toujours vouloir en savoir plus. Et tout ce cheminement-là, il est tellement intéressant et tu te dis, waouh, à 42 kills, ça m'a fait ça. Du coup, imagine, à 100 kills, qu'est-ce que ça pourrait me faire? Et je pense qu'après, tu arrives dans un certain stade où, justement, quand le physique y suit, c'est plus mentalement, quand tu dois tenir un effort sur la durée, mais qu'est-ce que ça va t'apporter et qu'est-ce que tu vas chercher, en fait, au travers de tout ça. Quand tu cours, c'est là où tu crées, en vrai. Moi, quand je fais du sport, quand je cours, quand j'ai pas mon téléphone dans les mains et que, simplement, j'appelle ça de la méditation active. C'est mon corps, c'est ma tête qui prend le relais et puis il se passe plein de choses. Des fois, je suis en train de courir et je me dis « Oh, waouh, je vais faire un post là-dessus ». Du coup, j'ai fait mon petit carnet à idées et je note mes idées pour pas les oublier, pour être sûre de toutes les faire. Et tu sais, avant, tu m'as dit comment tu ferais, quel conseil tu donnerais pour sortir d'un truc négatif. D'une spirale un peu négative. D'une spirale, voilà, je t'avais dit d'écrire. Moi, il y a un truc que je conseille vraiment de faire, c'est une liste de goals, justement. Et tous les trimestres, tous les 6 mois, tu fais justement une petite réunion avec toi-même. Et puis tu te dis, bon, est-ce que j'ai accompli ça? Est-ce que j'ai fait ça? Voilà. Et puis en ayant accompli ça, ça m'a permis de faire quoi? Moi, par exemple, typiquement, j'ai très vite eu à cœur de commencer à faire des groupes de parole, justement, pour échanger sur des troubles du comportement alimentaire. Parce que ça a quand même été un enfer dans ma vie pendant longtemps, ça. Maintenant que j'en suis sortie, j'ai à cœur aussi de pouvoir aider les gens à se poser les bonnes questions pour sortir de ça. En fait, le fait d'avoir ouvert ma salle de coaching, d'avoir développé ma clientèle, ça m'a permis de créer des groupes de parole. Et les groupes de parole, qu'est-ce que ça va me permettre de faire? On verra.
peut-être des conférences, peut-être d'autres choses. Mais c'est ça qui est beau, c'est de voir cette évolution-là, puis de se rendre compte que chaque petite action que tu as osé faire, ou petit goal que tu avais mis en place, ça t'amène en fait autre chose après derrière. Tu ouvres une porte, qui en ouvre une autre, qui en ouvre une autre. Et c'est ça qui est hyper intéressant dans le travail, la construction de soi, le fait de faire un marathon, de se préparer pour, c'est que tu pousses plein de petites portes différentes qui t'amènent à chaque fois à un autre échelon. Et le Eric d'il y a 10 ans, c'est plus le même Eric d'aujourd'hui. Ouf, t'inquiète que ça, c'est vrai. Tu vois, mais c'est ça qui est fou. Quand tu fais la rétrospection sur 10 ans, tu te dis, j'étais vraiment ce gars ou cette meuf. Et moi, c'est exactement ce que je me dis par rapport à ce que j'ai vécu. Et c'est impressionnant de voir l'évolution. C'est pas le résultat, tu vois. Oui. La salle de coaching, c'est incroyable, c'est cool. Mais waouh, bordel, tout ce que j'ai fait pour en arriver là, c'est ça qui est incroyable. Me dire que j'ai commencé à coacher dehors avec 3 élastiques en plein Covid. Et de me dire, aujourd'hui, j'ai des superbes locaux, j'ai une superbe clientèle, je kiffe ce que je fais, ça me fait vibrer. Et de me dire, waouh, c'était il y a seulement 2 ans. Ouais, c'est incroyablement puissant, à mon avis. À nouveau, un conseil magnifique que de justement faire ce check-up régulier. Ouais. En fait, comme ça te permet aussi de voir, ok, alors après, c'est une démarche qui est très responsabilisante. C'est-à-dire que si tu n'as rien fait sur ta liste, tu vas aussi devoir l'affronter. Mais dans le sens où, si tu as envie d'accomplir des choses, moi, je pense que c'est incroyablement efficace. Surtout que derrière, comme tu l'as dit, tiens, ça, je l'ai fait. Tiens, qu'est-ce que ça m'a... Et de te poser ces questions à nouveau de qu'est-ce que ça m'a permis de faire, qu'est-ce que ça m'a donné envie de faire, qu'est-ce que j'ai ressenti, est-ce que j'ai trouvé ça bien, pas bien, etc. C'est ça. Et rien que le fait de cocher comme quoi, tiens, j'ai réussi. Encore un truc de plus que j'ai réussi qui va peut-être faire gonfler un peu ma confiance, comme quoi j'arrive à réussir des trucs. Ouais, cultiver la fierté de soi avec des petites actions. Exactement. Et c'est ça aussi, tu vois, comme tu dis, tu es face à ce que tu n'as pas fait, mais est-ce que c'est toujours ce que je veux? Exactement. Tu vois, parce c'est un putain de bon point à préciser. C'est que ce que j'ai envie il y a 5 ans, peut-être qu'à un moment donné, ça fait plus de sens et qu'il faut peut-être pas forcer. C'est ça, exactement. Quand j'avais 12 ans, je voulais être chanteuse à la Star Academy. Ouais. Je peux te dire que ça a bien changé, tu vois. Donc c'est ça qui est rigolo, c'est de voir que les envies changent aussi de par les actions qu'on fait. Moi, au mois de novembre, tu m'aurais dit qu'au mois d'avril, j'allais courir. Je t'aurais regardé en rigolant. Donc, tu vois, c'est pour te dire à quel point, quand tu es dans cette démarche de construction personnelle, ça peut aller très vite. Et surtout, quand tu es bien aligné, que tu as tapé juste, en général, ça ricoche et ça se fait super rapidement et puis tout s'emboîte. Ouais, c'est ça qu'il faut se dire. Si tu es trop dans la résistance par rapport à un truc, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que c'est peut-être pas forcément le bon endroit. Je dis pas, il y a de la persévérance. Toutes mes sorties running ne sont pas roses. Il y a des fois, j'ai mal digéré. Il y a des fois... j'en ai trop fait et je suis fatiguée ou j'ai mal dormi, mais c'est pas pour autant que je me dis là à ce moment-là, je suis pas au bon endroit, je dois arrêter. Non, ça c'est des difficultés de la vie qui sont normales, mais quand on a vraiment, je pense, à cœur de faire quelque chose et que ça s'aligne pas, c'est que c'est pas ça. Tu vois, si à chaque fois que tu allais courir, t'avais, je sais pas, super mal au genou et puis que tu rentrais à chaque fois. Oui, ce serait différent. Dépité, ça serait différent. Comme tu l'as dit, quand ça tape juste, c'est incroyable et ça peut aller très vite. En fait, pour taper juste, tu es obligé de commencer par taper quelque part, tu vois. C'est ça. Forcément, tu tapes un peu à gauche, à droite. Tu apprends en réalisant, tiens, j'ai tapé un peu trop longtemps là-dessus. Tiens, peut-être que les championnats européens de bodybuilding, a posteriori, j'essayais de taper alors que c'était peut-être plus trop moi ou ça n'avait pas été moi. Et c'est là que, avec tout ça, tu as appris à taper un petit peu différemment, à taper plus et à taper juste, apparemment, aujourd'hui, par rapport à ce que tu fais. Et j'aimerais dire aussi un truc qui est super important par rapport à... Parce que tu vois, on vit tous les deux de ce qu'on aime aujourd'hui. Je pense qu'on est épanoui dans ce qu'on fait. J'ai encore des difficultés des fois dans ma vie. Tout n'est pas rose. Et je pense qu'on a compris. Que c'est toute la vie, ça, en fait. Et ces difficultés-là, elles sont... C'est ce qui fait la beauté de la vie aussi, parce que tu peux les relever, ces difficultés aussi. Pour te faire des remises à niveau. Et c'est aussi, aujourd'hui, comment moi j'appréhende ces difficultés. Parce que une difficulté que j'ai aujourd'hui, peut-être qu'il y a 2 ans, j'en aurais fait tout un fromage. Mais en fait, aujourd'hui, au final, j'arrive à prendre avec plus de... Je suis beaucoup plus posée quand je prends une difficulté et je panique moins. Et en fait, simplement, j'apprends à me dire, c'est là, comment on va traiter ça? Voilà, et pas partir dans tous les sens et voilà, et accumuler les difficultés. Donc oui, aujourd'hui, il y a encore des difficultés, c'est normal. Je pense qu'on en a toute notre vie. Pour le principe de la vie, je crois. Ouais. Des petits check-up, voir où on en est, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait pas. Mais je pense que justement, plus tu cultives cette fierté de toi-même en te faisant des petits défis sportifs, des choses comme ça, et plus tu arrives à être chill dans ta vie et puis à prendre les choses plus posément. Et c'est là aussi où tu vois l'évolution. Ouais. Donc en gros,
oser faire des choses, oser se poser des questions, oser se demander si c'est moi, si ça devrait être moi, si j'ai envie que ça soit moi, ce que je fais ou ce que je remettre un peu en question de tiens, mais qu'est-ce qui me définit aujourd'hui? Qui m'a défini aujourd'hui? C'est ça. Est-ce que peut-être je peux pas influencer ça? J'ai l'impression que ça résume un petit peu aussi ton... Exactement. Le jour où ça a vraiment changé dans ma vie, je me suis vraiment posé cette question. Je me suis regardée et je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment ça la vie que tu veux? Et c'est là où j'ai pris les choses en main. Et ensuite, il a fallu faire des actions. Oui, et ensuite, il a fallu faire beaucoup d'actions. Mais voilà, ça c'est un gros chose. Faire, bien sûr. Ça va pas sans action. Mais je trouve que c'est beau parce que je me souviens vraiment encore de ce moment-là. Et j'étais couchée dans mon lit, j'étais pas bien. C'était pendant le Covid. Je voyais mon compte en banque fondre. Les jours qui passaient et qui se ressemblaient. Et puis toujours rien. Et puis en fait, je me suis dit, mais alors oui, ok, il y a une situation qui est pas juste. On est d'accord? T'as pas été aidé, voilà. Mais par contre, t'es aussi responsable de rester dans ton lit, là, et de rien faire. Ça te coûte rien, en fait, de poster une annonce pour du coaching en extérieur. Et je l'ai fait. Et au début, il y avait personne. Et après, il y avait 2 personnes, et c'était chouette. Et puis après, ça a parlé, et j'ai continué, et tu vois, je me suis accrochée. Parce que j'ai vu que je faisais du bien aux gens aussi, et que ça me faisait du bien à moi. Et c'est comme ça que ça a continué avec la persévérance. Mais il faut vraiment cette phrase de déclic de se dire non, mais en fait, c'est pas ça que je veux. Et je pense que la vie, elle a un plan pour nous, entre guillemets, et que du moment où on fait des choses par amour et qui sont juste pour nous, il y a tout qui s'aligne. Je trouve ça admirable, très cool. Je suis très content que tu aies pu partager ces messages et ton histoire aussi. J'espère que ça aura parlé aux personnes qui nous ont écoutés. Je pense qu'on peut tous s'y retrouver parce qu'on est tous des êtres humains qui ont des atypique, il y a pas mal de choix du coup. Ouais, mais on est peut-être un peu moins unique que dans nos problèmes ou dans nos difficultés qu'on peut le penser parfois. Je pense qu'on peut tous s'apparenter très facilement à certaines réflexions et je trouve ça très honorable et admirable justement de comment tu as réalisé cela, pris cela en main et malgré le fait que c'était injuste pour toi, que tu as quand même décidé de te lever de ton lit, quoi, typiquement. Et ouais, donc, on est le patron de notre vie, comme on dit. Eh ben, c'était génial. Merci beaucoup, Pauliane. Merci à toi de t'être déplacée, en tout cas. Non, avec grand plaisir. Je mettrai dans la description de l'épisode tous les réseaux de Pauliane, son coaching privé. Si jamais il y a des Suisses, des Suissesses par ici qui veulent venir, eh bien, je crois qu'il n'y aura pas trop de soucis. Il va falloir se mettre dans la liste d'attente, j'imagine. Mais il y a peut-être moyen. Et puis, un grand plaisir de t'avoir accueilli. Merci encore pour... Merci beaucoup à toi.